l'animatrice Janine Ross et le psychiatre Pierre Mailloux. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine. On dit un beau bonjour à nos amis de l'Outaouais, Évidemment, Montréal, par ce beau temps. Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour à tous. Pierre, aujourd'hui, notre sujet, la peur de vieillir, qui peut mener à quoi? Alors, on parle du phénomène de vieillissement, comment on l'appréhende. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des choses à partager? Janine, première page de la presse, c'est un incontournable. On y parle de mon ami Roméo. Non pas Roméo and Juliet, mais Roméo Dallaire, qui est accusé d'avoir nui à son patron au Rwanda, un livre qui va sortir dans quelques jours à Paris. Et c'est un Camerounais, c'est un ambassadeur camerounais qui était supposément le boss de Roméo Dallaire, qui va lui faire sa fête par écrit. Alors notre sénateur en a pas fini de découvrir Camerounais. Alors, il s'appelle quelque chose, nom de famille Boubou. B-O-O-H, et on répète B-O-O-H. Ça fait Bobo, c'est peut-être Bobo, moi je dis Boubou, mais et il affirmerait dans son livre que Roméo Dallaire a dû beaucoup souffrir de travailler sous l'autorité d'un Africain. Bof. Ouais. Mais tu dis bof, mais c'est sérieux. Non, mais Roméo Dallaire, est-ce qu'il l'a mentionné en quelque part? Pardon? Non, c'est une déduction. C'est M. Boubou, le Camerounais, qui a écrit ça dans son bouquin. Okay. Et il prétend que c'était pas confortable pour M. Dallaire. Tu sais pas jusqu'où il va, hein? Il accuse Roméo d'avoir invité des petites Rwandaises chez lui. Bon. La mauvaise langue, Boubou. Hey, c'est comme si les mêmes attitudes, Janine, je suis parti à rire. Quand j'ai vu ça, ça se peut pas. J'ai dit, si l'humanité se ressemble sur certains points. Le salissage. Hein? Le salissage. Écoute, jusqu'où c'est vrai, je ne sais pas. Mais ça va... On tente de ternir. Qu'est-ce que c'est le chien à la rage? Comme ça, c'est vrai. Ah. Qui est camerounais qui le ment nécessairement. Mais j'ai beaucoup aimé, je suis resté accroché. Roméo Dallaire a dû, selon Boubou, beaucoup souffrir de travailler sous l'autorité d'un Africain. Parce qu'il faut connaître une structure militaire, hein? Et les militaires sont quasi allergiques à recevoir des ordres de civils. Oui. Entre militaires, ça passe. C'est ça, c'est une entité, c'est un monde qui est plutôt fermé. Et Boubou, le Camerounais, ce n'était pas un militaire, puis en plus, c'est un Africain. Et il y a un Africain qui donne des ordres à un occidental, à un militaire occidental. Il faut quand même le faire. En tout cas, on verra ce que tout ça donnera. C'est comme moi quand une femme... de la poussière, ça nous retombe d'en face. C'est parce que ça m'a ramené à mon moi-même. Tu sais, je me suis demandé, je suis revenu là-dessus, j'ai dit, sur ce point-là, je devrais comprendre Roméo si jamais l'affirmation s'avérait vraie, parce que j'ai beaucoup de difficultés à recevoir des ordres, particulièrement d'une femme. Bon. Alors, d'un Africain. Bon. Alors, d'une femme africaine, Pierre, ce serait quoi? C'est pas drôle, je vous dis. Bon. Alors, vous compliquez la vie. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? L'humain étant ce qu'il est. C'est bien se compliquer la vie que de vivre, dans tout cas. Bon, alors Pierre. Oui. Aujourd'hui, peur de vieillir, qui peut mener à quoi? Ça peut être très positif. La peur de vieillir, ça peut faire en sorte que des gens vont se prendre en main, vont prendre leur santé en main comme jamais dans leur vie. Ils ont peut-être moins d'heures de travail, ils sont peut-être plus libres, ils n'ont plus les enfants à élever. Tu t'avances, tu te libères d'un paquet d'affaires et enfin, tu prends soin de ta santé. C'est peut-être extrêmement positif. T'abuses peut-être moins parce que tu le supportes moins bien. T'es mieux. Il y a des gens qui, en avançant dans la vie, cessent de s'en faire avec toutes sortes de choses qui les ont bouleversés tout au long de leur existence. Ils commencent à larguer. Ils arrivent dans la cinquantaine, dans la soixantaine, 70 ans, ils larguent. Qu'est-ce que tu veux dire par ils larguent? Ils larguent des perceptions qui les ont fait souffrir. Ah, okay? Je pensais que tu parlais de dépouillement matériel.
Il y a ça. C'est pas de ça dont tu parlais. Mais il y a ça aussi. Dans certains cas, Pierre. Mal compris, Janine. Mais Pierre. Oui. Ça aurait pu être pris au sens littéral, c'est-à-dire très matériel. Vous avez raison. J'ai de la difficulté avec les deuxième et les troisième niveaux, moi, Janine. Arrêtez donc. Oui. On continue. Alors, larguer. Oui, mais j'ai toujours pas compris ton point. Larguer des perceptions. Il y a des gens Qu'est-ce que tu veux dire par là, larguer des perceptions? Ils s'en font toute leur vie. Bon, j'ai mis des enfants au monde, ils sont adultes, tes enfants. Tu continues de t'en faire, on en voit beaucoup. Puis il y en a qui disent un jour, c'est fini. Ils sont adultes. J'étais adulte, je me référais pas continuellement à mes parents. Pour eux. Mais je m'en fais plus pour eux, j'allège ma vie. Oui, je comprends ce que tu viens de dire, mais je comprends pas le largage de perception. Ça, c'est simplement accepter qu'un rôle s'est atténué. Oui. Vous pouvez l'expliquer comme ça? C'est un peu ce que je veux dire. OK. Des choses inutiles que tu traînes, des responsabilités qui ne sont plus s'ancrer dans un rôle, s'ancrer à vouloir continuer à jouer un rôle qui n'est plus nécessairement nécessaire, qui n'est pas nécessairement nécessaire. Hey, tautologie ce midi, là? Oui. OK. Puis oui, je la langue. Et matériellement, comme vous l'avez mentionné, il y a aussi des gens qui se libèrent matériellement. Ils vont diminuer la grosseur de leur maison, ils vont même aller vivre dans un minimum pour se sentir libre pour le dernier tronçon. Hein? Le dernier tronçon de leur vie. Se dépouiller pour être libre. Oui. Être libre. Oh, pour pas avoir 156 cossins à entretenir. Dans le dernier tronçon. Oh! Donc, il y a des gens qui deviennent plus sages. Il y en a. Ben là, c'est parce que tu insinues que le fait de posséder des biens est une entrave à la liberté, ma chère. Dans certains cas, oui. Tes propos ne sont pas dénués de sens, au contraire. Dans certains cas, oui. Tu te libères d'un paquet de responsabilités que tu trouves inutiles un jour, peut-être. De responsabilités ou de biens? Les biens, faut que tu les entretiennes, faut que je sais pas, moi. Le ménage, t'es pris dans un 10 pièces. Tu dis, bon, ben, peut-être que je pourrais restreindre à un 4 pièces et je pourrais plus sortir. Je pourrais plus faire des choses que je ne me suis pas donné le temps de faire plus jeune. Ah bon? Bon. Et là, t'avais un 10 pièces, c'était sûrement pas pour tes besoins personnels. T'as eu des enfants puis t'es resté là. Voilà. Bon. Alors, un rôle qui est terminé. Oui. Oh, je trouve ça intéressant, le point que t'amènes. T'es en train d'insinuer qu'on aurait avantage, à un moment donné, à s'interroger sur nos rôles et jusqu'où le rôle qu'on a déjà joué ardemment s'impose toujours. C'est bien formulé, Monsieur Pierre. S'interroger sur... Oui, ça peut être ça. Le rôle, exemple, le rôle de parent, le rôle de conjoint lorsqu'on est veuf. Oui. Oui. Et puis, ça peut être... Ben oui, tu conserves une grande maison, l'autre, les enfants sont adultes, sont partis, et le conjoint est décédé. Et puis là, l'autre, le conjoint résiduel garde une grande maison. Ben là, ça devient un fardeau, le gazon l'été, les gugus. Puis il y a un autre facteur qui va un peu dans le même sens, tu sais. Ben oui, mais je garde la maison pour les enfants. Ben là, t'as peu, là. Les enfants, là, demande-le s'ils en ont besoin de ta cabane. Il en voudra peut-être pas. Oui. Parce que le rôle est peut-être périmé à un moment. Pas nécessairement, à un moment donné, il y en a une couple qui se ramène puis qui viennent faire vie commune avec la vieille. Puis... Oui. Oh! Oui, parce que ça, bon, c'est ça, faut pas tout larguer non plus. Là, bon. Puis le rôle... On n'est jamais les défenseurs, nous deux, Janine, d'un modèle unique. Alors, dans nos réflexions, sachons toujours comprendre qu'il y a de la place à des modèles multiples ou à des avenues multiples. Oui. C'est pas parce qu'on en mentionne une qu'on en fait la promotion, là. Comme le rôle de pourvoyeur, vous questionnez les rôles. T'as bâti une certaine sécurité, pas dire que t'es millionnaire, mais t'as plus besoin de gagner autant qu'il y a 10 ans. Très bon Pourquoi point. tu te forcerais à continuer à rouler alors que t'as assez d'argent pour te permettre des hobbies, pour te permettre de voir tes enfants, tes petits-enfants de qui tu parles, voyager? Toi, là? T'es pas gêné pour midi? Je dis-tu en général? Tu parles de ton collègue? Non. T'es fine? C'est votre cas, Pierre? C'est votre cas? Arrêtez. On va l'être à un moment donné. Mais tu sais, pourquoi, tu sais, un horaire de fou, à moins que tu te sentes encore en forme. On se sent en forme. Puis il y a des côtés très négatifs aussi à vieillir. Tu sais, il y a des gens qui voient venir les premiers signes de vieillissement. C'est dans l'esthétique d'abord que ça paraît et c'est très angoissant. Ça peut générer beaucoup d'angoisse. Tu vois la fin de ta vie venir. Ça, c'est le côté plus sombre. C'est, oups, je suis pas éternelle, là. Ma mécanique commence à donner des signes qu'elle change. Alors, le bilan est peut-être plus sombre. Tu regardes ta vie sur 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu te dis,
Je suis pas allée où j'aurais voulu, hein. J'ai pas fait la carrière que j'aurais voulu. Et tu es en train de dire qu'en vieillissant, on devient un peu bazou? La mécanique qui commence à être... Mais physiquement, il y a des changements pour certains qui sont assez radicaux. D'autres, c'est beaucoup plus lent. Le phénomène de vieillissement, mais quand ça commence, ça t'interpelle. Tu dis, je ne serai plus éternel. Alors, pour t'illusionner, est-ce que tu te lances dans la chirurgie esthétique avec peut-être des déceptions ensuite parce que t'es pas mieux en dedans? Non, mais se faire étirer ça un peu le sac, là. Tu sais, je veux dire, le sac, pas le sac masculin, mais se faire étirer la peau, là, l'extérieur. Se faire étirer ça un Janine, tout à l'heure, je pensais au sujet de cet après-midi et je suis incapable de me départir de la répartie. Oui. Là, c'est pas une tautologie, ce coup-là. De me départir de la répartie de Rodrigue Tremblay à l'Assemblée nationale. Je l'ai déjà mentionné, mais j'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il racontait? Rodrigue Tremblay était poigné avec le bonhomme Bellemare qui le gossait en chambre. Il était tannant, feu Maurice Bellemare. Il était tannant à l'occasion. C'était un vieux singe, puis il était pas toujours agréable. Et là, Rodrigue Tremblay, pour s'en défaire, lui lance, je constate, et dit que la vieillesse est un naufrage et vous en êtes l'épave. Il avait lancé ça à Maurice Bellemare. Ça lui a valu sa carrière probablement une partie de sa carrière de politicien, ce fameux commentaire-là. C'est une preuve que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et effectivement, il y avait raison, Rodrigue Tremblay. Rodrigue Tremblay est un jeune homme brillant. À l'époque, il l'est toujours, mais il était précoce, il était brillant. C'est un individu qui avait une sagacité intellectuelle là, hors du commun. Et s'il y avait ce vieux singe-là qui arrêtait pas de le gosser en chambre. Rodrigue Tremblay, j'ai l'impression, reprenait un propos de Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle, sauf erreur, qui avait dit que la vieillesse est un naufrage. Mais Rodrigue Tremblay, brillant comme il était, avait assaisonné ça de « et vous en êtes une épave ». Mais c'est bon. Mais il y a une partie de vrai. Je crois pas que Rodrigue Tremblay aurait dû s'excuser. Une partie de la population étant un peu dans le même état que Maurice Bellemare. C'est là qu'il prenait ses supporters. Il avait dû s'excuser. Mais ça, j'avais trouvé ça un peu déplorable qu'une phrase aussi bien concoctée et vraie avait fait l'objet d'excuses. Ça, j'avais trouvé ça un petit peu... Mais quand tu vois, quand tu entends des paroles comme ça, tu dis, oups, est-ce que je deviendrai une épave? Tu sais, ça peut t'aiguillonner puis dire, non, je vais tout faire pour rester alerte, je vais tout faire pour rester le bonhomme Bellemare, à l'époque, au lieu de demander des excuses, il aurait pu faire un petit geste d'humilité, se demander si c'était vrai d'abord. Mais ça que la vieillesse peut être un naufrage. De Gaulle l'a dit, autre chose. Mais pas dans tous les cas. Non, la vieillesse, c'est pas nécessairement un naufrage. C'est ça qui est intéressant. Oui. Mais elle peut l'être. Alors, peur de vieillir, ça peut mener à quoi? 790-0224, 1-800-667-5241. Avez-vous peur de vieillir? Et pourquoi? Alors, on y va tout de suite avec les propos de... C'est Kay? Pardon? Votre nom, c'est Kay ou Kai? C'est Kai, oui. Kai, bonjour. Bonjour, Madame Janine. Oui. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Kai. Bon, je vous écoute régulièrement. Oui. Et je vous dis que j'ai plus de 73 ans. Et je suis devenu une épave, mais une épave qui flotte gaiement. Ah! Eh bien... c'est beau! Oui. Vous me prenez par surprise, Kai. Oui, je ne suis plus utile à personne, mais je suis utile à moi. Oh, une épave qui flotte gaiement. Si, j'aime ça. Ben oui, mais je suis encore utile à ma fille, par exemple. Oui. Ben, j'ai une fille qui a 33 ans. Oui. Elle me téléphone presque tous les jours. C'est pas pour me consoler, non. C'est pour me demander mon opinion sur toutes sortes de choses. Ah ouais? Ben oui. Ça c'est vraiment mon grand succès dans la vie. Et je vous dis tout doucement. Là, vous m'inquiétez, Kai, mais j'aime ça que vous le dites. Dans ma vie. Oui. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ce discours-là, avec ce genre de rhétorique. Pourquoi? J'ai formé ma fille comme je le voulais. Pardon? J'ai formé ma fille comme je le voulais. Ben oui, mais là, vous continuez à m'inquiéter encore plus. Pardon? Vous continuez à m'inquiéter encore plus. Pourquoi? J'ai formé ma fille comme je le voulais. Oui, mais
Mais que faites-vous de sa liberté? Que faites-vous de son être à elle? Oh, je l'ai élevée en toute la liberté. C'est toujours ben non, regardez, ça n'a pas de bon sens. Lorsque vous dites c'est mon grand succès. Non. Attendez un petit peu là. En disant ça, vous vous appropriez le résultat positif de ce qu'elle est devenue. Aviez-vous réalisé ça? Non, c'est-à-dire que j'ai un esprit très libéral. Et je l'ai élevée en toute liberté. Et je vous souffle un tout petit peu, là. Elle est ma fille adoptive. Oui, okay. Mais peu importe. Oui. Mais quand vous dites « j'ai formé ma fille comme je le voulais ». Dans la liberté, Pierre, est-ce que c'est ça que Kai veut dire? Il lui a transmis... Janine, oui. Comme d'habitude, tes filles. Et non seulement que dans toute la liberté, mais c'est en toute la confiance aussi. Tout ce que j'ai en amour de moi-même, elle a ça reçu marche tout mon pas amour. Comme ça. Et bateau. Répondre aux besoins d'un enfant. Oui. Quand est-ce, vous savez, je vous écoute, là, puis je ne crierai pas après vous. Parce que vous êtes représentative de tellement de monde dans votre discours, là. C'est incroyable. Mais je suis pas sûr que ce discours-là reflète une attitude respectueuse de l'autre. Oh, si. Je suis très respectueux de ma fille. C'est pourquoi elle me fait totalement confiance. Vous savez, je l'ai... Oui, mais une fille une fille de 33 ans qui fait totalement... Vous savez, votre discours est tellement extrême qu'il en est inquiétant. Oh, vous savez, et c'est des choses... Lorsque j'ai décidé d'accepter de faire l'émission en août 1995, j'en ai parlé à mon père. J'ai écouté sa réaction, mais je ne lui faisais pas totalement confiance. Pourtant, c'était mon père, puis il y avait un maudit bon... Mais non. J'en ai parlé à Augustin Roy, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Oui. OK? Je ne lui faisais pas totalement confiance. Mais j'en ai parlé à un de mes amis qui est présentement endeuillé du décès de son fils. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, je ne lui faisais pas totalement confiance. Elle ne suit pas toujours mes conseils. Mais ça me fait rien. Ça me fait rien. Je lui expose mon opinion, je lui laisse toujours la liberté de choisir. Quand elle avait vers... Toute la rhétorique... Oui, quand elle avait vers 16 ans, 16-17 ans, je ne sais pas quoi, là, quand elle avait eu son... Écoutez-vous parler un peu, là. Vous savez, même si on est âgé, je pense qu'on a encore des oreilles. OK? Si on a une langue en vieillissant, on a encore des oreilles. Alors, écoutez, essayez de vous écouter parler un petit peu. Oui, et moi... Je lui laisse la liberté de choisir. Oui. Je sais qu'il y en a qui vont être en maudit après moi, là, les Muktuk et autres, ils vont dire « Regarde, il fait de la sémantique. » Non. Est-ce qu'il est possible que notre façon d'exprimer reflète en partie certaines de nos attitudes? Oh, c'est pas une attitude de possession. Moi, je trouve pas que c'est une attitude... Je lui laisse la liberté de choisir. Oui. C'est très prétentieux, ça, cette affirmation-là. Pourquoi que c'est prétentieux? Ouais. Moi, j'ai 73 ans, mais je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout, mais 73 ans, je suis toujours un ami avec elle. Si on est capable de laisser la liberté à quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là n'a aucune liberté. Pardon? Je me reprends. Si on est capable de laisser la liberté à quelqu'un, ça veut dire que le quelqu'un en question n'a aucune liberté. N'a aucune liberté. Liberté? Pourquoi? Elle est maintenant mariée, elle a sa vie à elle. Non, en tout cas. Mais est-ce qu'on respecte la liberté d'une autre personne, la liberté d'une fille, d'un garçon qu'on a eu? On respecte sa liberté. Alors si on dit... Donc, c'est ça peut-être plus dans ce sens-là. C'est un être libre, elle est un être libre. Je sais qu'on pas tout à fait ce qu'elle a dit, puis ce qu'elle a voulu dire, puis ce qu'elle aurait peut-être aimé dire. Mais dans les faits, écoutons ce qu'on dit. Oui. Peu importe l'âge qu'on a. Oui. Quand Kai dit... Je lui laisse la liberté de choisir. Oui. Tu sais? Depuis toujours, c'est comme ça.
Oui. Je lui laisse la liberté de choisir. La liberté ne se laisse pas. On peut pas agir comme ça. On peut pas laisser la liberté à quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où on lui laisse la liberté, ça veut dire qu'on a un ascendant sur cette personne-là et cette personne-là n'est pas libre. Mais si je lui laisse ou elle prend sa liberté, c'est pareil pour moi. Ben, c'est pareil, c'est pas pareil pour moi pantoute. Mais ça me dérange pas du tout. Je suis pas sûr. Permettez-moi de douter, là. Oui. Là, vous commencez à me comprendre. Vous êtes pas pire que... Pardon? Pour 73 ans, vous êtes pas pire. Vous me... oh non, je me sens pas. Non, vous êtes pas pire. 73 ans. Vous êtes allumé, je dois dire. Merci. OK, bye. Oui, merci beaucoup. Bye bye. Parce que quand il parle de confiance, Pierre, c'est une ouverture. Dire que l'autre peut venir librement vers lui, ça peut être aussi pris comme ça. Tu sais, quand tu dis il y a un lien de confiance, c'est-à-dire que c'est chacun fait ce qu'il a à faire. L'un va vers l'autre quand il est libre de le faire. Il n'y a aucune obligation. Ça peut être aussi considéré comme ça. Différences aussi culturelles là, qui font que, bon, en tout cas... Oui, parce que, oui, il y a certaines cultures qui n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'est la liberté. Mais j'ai l'impression que dans les propos de Kai, il y avait le fond. Le fond où il était, c'était il y a des générations de Québécois, nonobstant la provenance ethnique, il y a des générations de Québécois, certains groupes d'âge qui ne savent pas ce qu'est la liberté. Mm-hmm. Ça, Pierre, je vous rejoins. Bon. Et j'ai pas le sentiment que Kai était à côté de la traque. Mais je vous rejoins. Elle est bonne, la dame. 73 ans, là, on a fait un petit bout, là, puis... Non, elle est capable encore de nuances. C'est bon, c'est intéressant. Alors, on parle aujourd'hui du vieillissement. Est-ce que ça vous fait peur? Puis, ça peut mener à quoi? Le fait d'avoir peur de vieillir. 790-0224, 1-800-667-5241. À voter 4, prêt? Téléphonez. CKAC 730, en collaboration avec l'Ordre des comptables agréés du Québec, présente l'Opération Impôt. De 9h à 18h, le jeudi 31 mai. La peur de vieillir, ça peut nous mener où? Qu'est-ce que ça peut créer en nous? Tu sais, redouter le moment où on commence à changer physiquement ou psychologiquement. Janine. Oui. Kai, tout à l'heure, il y a des personnes qui, même en vieillissant, conservent une verdeur intellectuelle. Elle dit, elle a débuté son téléphone en disant, puis je suis pas prêt d'oublier celle-la, je suis une épave qui flotte gaiement. Oui. Oui, c'est joyeux. Faut le faire. Oui. Fallait y penser. Mais Pierre, c'est ça que j'appelle la sagesse. Ben, au lieu d'avoir fait expulser Rodrigue Tremblay de l'Assemblée nationale, aurait été mieux de réagir en personne digne et de prendre ça en riant. Venant d'un jeune coq là, qui était tout énervé, il aurait pu lui adresser une parole gentille. Peut-être que Bellemare, au lieu de... Parce que Bellemare s'est peut-être pas souvenu de ce qui avait l'air plus jeune, mais c'était peut-être aussi un jeune coq. Quand il a commencé... C'est ça, on dirait qu'il y en a... Très bon point. Et ça change, il le reconnaît chez les autres, mais il le digère pas. C'était peut-être ça l'affaire. Ouais. Parce que... Non, j'avais trouvé ça mort. Écoute, ça fait un paquet d'années. Ça doit faire 25 ans, 20-25 ans de ça, ce soir-là. Alors, on parle à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour à vous deux. Bon, oui, j'ai peur de vieillir depuis que j'ai 18 ans. Ah oui? Ah oui. Oh! C'est une grande conscience, hein? Oui, mais attendez juste un petit instant, parce que c'est ça, il m'est arrivé. Je suis paralysée depuis ce jour, OK? Oui. Puis, ça m'effraie énormément parce que j'ai une petite poupoune qui a 8 ans aujourd'hui. Oui. Là, j'ai 34 ans. Puis là, je me dis, écoute, je le sais que je me rendrai pas à une belle petite vieille avec les cheveux blancs qui va aider ses petits-enfants, puis aller les minoucher. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que votre longévité est atteinte? Parce que j'ai 34 ans, puis je suis déjà sur le lit de remorque Quentin. Tu sais, on a des petits bobos, là, après, ça fait 16 ans, là, de mon accident. Oui. Puis, oui, il y a des petits bobos, puis, je les cache, tu sais, je les montre pas à tout le monde, comme quand on m'appelle, comment ça va, Isabelle? Ça va bien. Comme quoi, Isabelle? Qu'est-ce que... Des douleurs dans le bas du dos, j'ai des infections rénales, puis
quand j'ai eu la petite, mais ça l'a... elle était prématurée, puis j'ai... jusqu'à temps que j'ai eu la petite, puis ça l'a... disons que bon, ça m'a magané beaucoup. Oui, oui. Ça me tente pas d'être un boulet. Okay. Plus tard, là, en vieillissant. Là, puis c'est ça. Pour la petite, là, je me dis, bon, c'est moche parce que c'est sûr, j'aurais aimé, mais je me dis, bon, écoute, j'ai un petit cadeau du ciel, là. Je vais prendre chaque jour une journée à la fois, mais sauf que ça m'effraie parce que je me dis, bon, je peux pas rien y faire, là, mais sauf que j'aurais aimé, tu sais. Puis, j'ai pas peur de mourir, par exemple. Ça me fait pas peur, pas du tout, là. Mais j'ai juste peur de vieillir parce que ça me tente pas de chialer, ça me tente pas d'entendre le monde, là, quand, je dis pas que tout le monde qui sont plus vieux, là, leurs petits bobos sortent, puis tatata, tu sais, de les entendre se plaindre. Bon, ça me tente pas d'être comme ça pour que ma fille, elle ait ce souvenir-là, là, bon, maman, elle se plaignait, puis tatata. Ça vous tente pas d'être géniarde? D'être? Géniarde. OK, qui veut? Géniard, ça, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Là. Ce que vous venez de décrire, là. Quelqu'un qui a toujours 56 bobos puis qui arrête pas de se plaindre à tout le champ. Que moi, ça me tenterait d'être comme ça? Non, ça vous tenterait pas. Comment? Ça ne vous tente pas. Non. Géniarde. Aucunement. C'est ça. Il y en a tellement autour de moi qui sont de même. Puis, attends un peu. Qui? Ma mère. Elle souffre, de fibromyalgie. Donc, moi, c'est ça, je suis quadraplégique. Puis, tout est pire que moi, là. Donc, il n'y a pas moyen que je puisse placer, même, écoutez, je peux avoir des tentes, des choses comme Isabelle, ça. Oui. Votre mère, c'est une bonne Québécoise, comme il y en a beaucoup. Oui. Vous savez, dans notre société, ça fait partie de nos distinctions québécoises, ça. Je vous assure qu'il y a un bon nombre de femmes qui aiment ça se plaindre. Ah, c'est pas grand-chose. Quand ta fille est paralysée, qu'elle a de la difficulté, puis tout ça, il me semble que... C'est très culturel. Par simple retenue, tu dis, Mesdames, c'est un trait culturel. C'est bien vu pour une femme d'étaler tout ces petits bobos. Ben voyons. Oui. C'est fatigant, c'est gossant. C'est gossant en maudit. Mais Isabelle, pourquoi vous pensez que vous allez devenir géniale? Vous ne l'êtes pas à 34 ans. Pourquoi vous le deviendriez si vous avez tout... Jamais. Jamais en s'entend. Écoutez, j'ai des rendez-vous chez mon médecin, je rentre, mon médecin il dit bon, il dit comment ça va? Bon, je dis ça va bien. Il dit pourquoi tu viens ici? C'est ça. Puis là, j'énumère mes bobos. Il dit je m'excuse, mais je suis pas quelqu'un à dire oui, mais j'ai ici mes bobos, ouais. Non, c'est pas moi. Puis, puis vous savez, même le médecin est conditionné. Oui. Au jérémiade. Oui, tout à fait. Pierre, quelqu'un qui est très malade, là, qui le dit pas, il passe il passe go, là. Il peut. Ben, certain. J'en ai eu des exemples. Tu te plains pas assez, t'es pas assez malade, va-t'en chez vous. Ben, c'est ça. Oui. J'ai déjà vu un homme à l'urgence qui est en train de jouer au golf et est emmené par son fils. Et il parlait pas trop, tu sais. Puis au lieu qu'on lui demande, avez-vous quelque chose, monsieur, etc., l'infirmière regarde, elle dit, allez chercher votre dossier. Il est allé chercher son dossier aux archives. Oui. Puis il est tombé en pleine face sur le terrazzo, puis raide mort. C'est génial. Hein, il est revenu des archives sur une civière, puis ils l'ont pas réanimé. Et s'il n'était pas allé, si c'était plein si de l'infirmière, c'est au lieu de présumer, compte tenu qu'il se plaignait pas fort, simplement lui demander, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il aurait dit, j'ai une grosse douleur dans la poitrine. Mais le gars bougeait pas, puis c'était pas... Donc, c'est devenu incrusté dans notre société. On dirait que c'est celui qui se plaint le plus, qui reçoit le plus d'attention. Petit jeu dangereux, ça. Vous faites bien de le dénoncer, Isabelle. J'aime ça venant de vous. Mais je me dis... Parce que si c'était venu de moi, j'aurais passé pour un misogyne, tandis que venant d'une femme, surtout dans votre état, là, il y en a une couple qui vont y penser à 2 fois avant d'aller se lamenter sur leur niaiserie. Mais sauf que ma fille, elle s'en rend compte parce que
elle est dure avec elle-même. C'est correct, ça. Mais oui, mais je me dis, mais ça peut aller jusqu'à où, comme vous l'avez dit? Oui, Isabelle. Ben, vous serez surpris quand même. C'est correct. Ah, vous savez, on ne ravale pas suffisamment nos larmes au Québec. Oui. Ouais, mais il y en a qui ravalent trop. Non, très peu. Ah, non, c'est très rare. En 25 ans de psychiatrie, j'ai rencontré très rarement du monde qui avait de la difficulté à exprimer. J'en ai rencontré beaucoup qui avaient trop de facilité à se répandre, à séparer leurs états d'âme. Et parfois, c'est exagéré. Ben voyons, ça fait partie de la culture de la tribu. Mais je fais quoi avec tout ce monde-là qui est autour de moi? J'ai beau leur dire quelque chose, ils vont me couper la parole, puis eux sont pires. Je fais quoi? Je les envoie promener, mais je peux pas. C'est quasiment tout le monde qui sont autour de moi. Ah ouais? Ah oui. Ils voient pas société distincte. Mais c'est comme s'ils voient plus le fauteuil, puis regardez, quand on me parle au téléphone... Non, Isabelle, ils le voient, le fauteuil. Oh. Ils s'en maudissent. Ah oui? Ah ben là, ça m'attriste. Ben, Isabelle, sachez voir le respect là où il est et de constater son absence. Ou c'est de la fuite, Pierre. Ça peut être aussi une forme de fuite. Janine, de la réalité. Là, t'as beau être fine. Non. C'est pas pour être fine, là. Non, c'est parce que je me dis, si tu racontes, est-ce que... Non. La femme... Non. Il y a beaucoup de femmes québécoises qui ont très peu de sensibilité, Isabelle, et vous êtes très bien placée pour le savoir. Très peu de femmes québécoises qui savent ce que veut dire respecter l'autre. Très peu de femmes québécoises qui savent ce que veut dire être sensible à l'autre. N'est-ce pas? On s'entend là-dessus? Oui. Mais là, je fais quoi? Il y a rien comme d'être un petit peu handicapé pour constater ça. Ah, oui. Vous savez, je me fais ouvrir la porte régulièrement par des hommes. OK. Oui. Rarement. Ah oui. Ah ben, il y a beaucoup d'hommes qui m'aident. Alors là, l'histoire de prêter toute la vertu aux femmes, c'est pour ça, Janine, des fois, je suis pas de bonne humeur. Tu sais, l'histoire de prêter béatement toutes les vertus aux femmes et toutes les horreurs aux hommes. Attention! Ben oui, Pierre, c'est sûr. Il y a un petit bonhomme qui avait à peu près 12 ans, il y a à peine quelques jours. Il me voit, spontanément, il me rouvre la porte, je suis en béquille, il me rouvre la porte. Petit bonhomme de 12 ans, spontanément comme ça. Oui. Il me regarde, il dit, ouais, il est en béquille, lui, il va avoir de la misère. J'ai trouvé ça fin. Mais est-ce que merci. Une femme est pas mal à l'aise, Pierre? Pardon? Une femme est pas mal à l'aise par rapport à un homme qui est handicapé. Non, Janine. Pas de maudite mienne. Mal à l'aise au sens où... Non, il y en a, de temps en temps, il y en a qui le sont, puis on le voit dans le regard. Oui. Non. J'ai un bon œil. En tout cas, Isabelle, si c'est ça, parce que bon sang, il me semble que quelqu'un est en chaise roulante. Il y en a... Moi, je vois souvent des regards... tu sais, qui se tournent, les gens regardent, ils sont comme mal à l'aise, ils oseraient pas venir parler parce que la personne est handicapée, mais tu vois ils comprennent qu'il y a quelque chose, que cette personne-là a quelque chose. Ouais, tu sais, c'est pas de l'indifférence, puis tout à fait. Par contre, probablement, comme vous le dites, Pierre et Isabelle, il y a peut-être des gens qui ont pas de sensibilité pour ça, mais j'ai rarement vu ça. Mais là, c'est qu'on ne peut pas nier la réalité d'Isabelle. Elle se dit entourée de femmes peu sensibles et peu respectueuses. Oui. Et votre expérience, Isabelle, est le reflet d'une partie de notre réalité. Alors, c'est pas exceptionnel, là. Et sa propre mère. Ben oui, mais Janine, t'as l'air d'être surprise qu'il y a des femmes épaisses. Il y a des hommes épais. Il y a des hommes épais, ça, tout le monde le reconnaît. Il y a des femmes épaisses. Mais quelle est... Ben, je m'en fous qu'elle le soit ou pas. Mais moi, non. Ben, non, mais... Non, je le sais, mais... Non, vous direz, Mayou, là, c'est un maudit fou. Il dit n'importe quoi. Non, mais là, je fais quoi avec ma boule d'angoisse? Je me dis, c'est parce que quand je me lève le matin, écoutez, moi, j'ai vraiment la joie de vivre, là, j'ai le goût, là. Ouais. Ah, bon. Oui, mais... Non, regardez, c'est que les personnes, là, les crosseurs, il y a personne qui a besoin de ça. OK. Alors, vous êtes très occupés, vous avez un handicap important à prendre soin, vous êtes très occupés. Les crosseurs, bonsoir. Prenez du temps avec votre petite, OK? OK. Bonjour, merci. Isabelle. Au revoir.
OK, alors on parle du vieillissement. Ça fait faire des pincements de cœur à bien des gens. C'est-à-dire, le temps passe, mon corps change, mes projets, je les ai pas menés où je voulais. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif pour vous? Alors, on va tout de suite au propos de Claudette. Bonjour, Claudette. Bonjour. Bonjour, Claudette. Bonjour. Bon, moi, la vieillesse, ça me fait pas peur. C'est la maladie qui me fait peur. Ah. Parce que j'ai eu à y faire face. Et puis, je pense, quand on est bien à l'intérieur de nous-mêmes, je pense qu'on n'a pas peur de vieillir. Mais par contre, c'est sûr que moi, à l'âge que je suis rendue, à 63 ans, parfois, on est toutes les deux à la retraite. C'était mon mari, moi, étant semi-retraité, travail saisonnier. Moi, j'ai dû arrêter à cause de maladie. Quelle maladie? Moi, j'ai fait un cancer du sein en 2000, puis j'ai fait un crise cardiaque. Mais payé à traite en maladie. Oui, hein? Ouais. Les deux pires. Les deux pires. Oui. Ça fait que ça n'a pas été facile. J'ai dû me battre, puis ça a été l'enfer. Comment j'ai dû me battre? J'ai dû me battre à l'hôpital, parce qu'on m'a fait 2 opérations dans 15 jours, avec une chirurgie d'un jour. J'ai trouvé ça très difficile. Mais vous avez dû vous battre avec le personnel infirmier? Oui. Avec les médecins? Ils veulent nous mettre dehors, puis on n'est pas prêt à sortir. OK. Alors, c'est pas contre la maladie, là, j'avais bien compris. Ah. Quand vous avez dit « j'ai dû me battre », là, Ouais, c'est que vous avez dû vous quereller avec le personnel qui était supposé prendre soin de vous? Oui, parce que, docteur, que quand on déclare un cancer le 17 avril, puis on est opéré le 29 août, puis on a un deuxième opération de ça, je vais voir le médecin pour avoir le résultat le 6 septembre. 6 septembre m'annonce que c'est un cancer malin, tumeur maligne. Oui. Il était pas gros, mais il commençait à s'infiltrer. Je devais avoir un autre. Elle m'a dit, tu vas te faire une autre opération. Je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai commencé une autre opération. Ben oui, il faut que j'aille voir dans tes ganglions. Ben pourquoi tu l'as pas fait en même temps? Elle m'a dit, j'étais victime du système ambulatoire. Je voulais la tuer. Ah oui. Pardon? Elle m'a dit, j'étais victime du système ambulatoire. J'ai jamais compris celle-là. Ils pouvaient pas la garder plus longtemps, puis ils ont fait point, pas plus. Ouais. Puis vous avez été obligé de retourner. Oui, le 12 de septembre, retourner à me faire opérer, puis j'avais peur. Parce que la première fois, j'ai eu peur, ma pression a monté à 200. J'ai eu très peur. On m'a pas préparé avant. Je lui avais demandé de me préparer avant l'opération. On m'a pas préparé, comprenez-vous? Moi, j'avais demandé d'avoir l'électrocardiogramme, là, parce que j'avais fait un problème cardiaque dans le mois de janvier. Tout était dit. Mais quand tu es opéré, puis que 29 août devait avoir encore des vacances, j'ai eu affaire à 2 jeunes anesthésistes. J'ai amené jusque-là, c'était pas si mal. Mais à un moment donné, il y en a une qui a dit à l'autre, est-ce que tu lui as mis quelque chose dans son soluté pour qu'elle soit malade après l'opération? Parce que moi, je voulais pas être malade. Parce que être malade après ça, j'ai dit, mon cœur va s'emballer. Oui, faut-tu? Ça fait que la fille a répondu non, elle dit, j'ai rien mis. Ben, moi, elle dit, il est trop tard. Elle dit, à cette heure, moi, elle dit, elle est préparée, cette heure, il est trop tard. Bon. Puis ça, vous entendiez tout ça. Je me suis endormie avec ça. Oui. Ça fait qu'alors, j'ai eu peur. Alors, la pression monte à 200. C'était l'enfer. Ouais. Puis j'ai fait une dépression après mon cancer du sein. Parce qu'on sort de là, on est toute seule, on n'a pas d'aide. La seule personne... Claudette, c'est arrivé quand? C'est arrivé l'été dernier, ça? En 2000. À l'année 2000. Je pense que c'était les pires années. Vous mettez ça au féminin, là. C'est une femme qui vous a opéré? Oui. C'est une femme qui vous a anesthésié? C'est 2 femmes. 2 jeunes femmes. J'avais 2 petites jeunes anesthésistes. Mais la deuxième fois, ça a bien été pesant. Enfin, j'étais supposée de... finalement, au lieu de faire une chirurgie d'un jour, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Je suis toujours un petit peu... J'en suis restée marquée. Oui. Je suis toujours un petit peu sceptique face à la médecine féminine. Quand j'ai vu la deuxième fois... Vous savez, la chirurgienne qui vient vous voir et qui vous dit que vous êtes victime du système ambulatoire, j'ai de la difficulté à laisser passer ça. Je ne l'ai jamais compris, celle-là, moi non plus. C'est vrai qu'en l'an 2000, il y en avait beaucoup. Vous savez, on aurait peut-être avantage au Québec à réaliser que très peu de femmes sont belliqueuses et très peu de femmes vont se battre pour améliorer des conditions.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou si je... Oui, j'ai mieux d'améliorer les conditions, oui. Pierre, j'ai entendu un médecin qui disait, mais oui, mais plaignez-vous, nous autres, on peut rien faire. Ouais. Plaignez-vous, c'est un homme. Oui. Ben, il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes féminisés, il y a beaucoup d'hommes féminisés en médecine. Mais des femmes à l'esprit belliqueux qui vont changer des situations embarrassantes ou qui vont refuser de se conformer à des façons de faire inadéquates. Alors, moi, j'ai trouvé ça très... Oui, hein. Quand une chirurgienne annonce à une dame, vous êtes victime du système ambulatoire, j'ai un peu de misère avec ça, Claudette. C'est pas de bon augure. En tout cas, allez, merci de le dire. C'est intéressant. Parce qu'on a voulu améliorer la médecine avec les femmes. La peur de vieillir, ça peut avoir des côtés positifs, des côtés négatifs. Ça peut nous stimuler, dire je me laisserai pas aller, ou d'autres, ils vont avoir peur. La peur les paralyse. On a un petit courriel ici. La peur de vieillir peut avoir des côtés positifs. Oui. Non, oui, parce que ça te stimule, ta peur, mais tu la transcendes, ta peur. Tu dis, oups, j'ai peur de vieillir, je vais mettre du temps sur des exercices, je vais manger mieux, je vais m'intéresser à toutes sortes de choses pour vaincre. C'est assez rare que la peur est conductrice. C'est assez rare que la peur conduit à des attitudes adaptatives. Bon, alors à ce moment-là, vous diriez quoi? C'est des craintes? Non. Ce qui conduit à des attitudes adaptatives, c'est le plaisir, c'est le goût de vivre, c'est le goût d'être bien. C'est beaucoup plus le plaisir et les sensations agréables. La peur, plus souvent qu'autrement, est paralysante, génératrice d'une détresse là au subclinique. C'est dégueulasse, la peur. La peur est un sentiment plutôt paralysant. Donc, la peur conduit pas à grand-chose. Non. Vous pensez pas que dans certains cas, ça stimule puis tu dis, hey, je veux pas ce scénario-là. La peur des Indiens forçait les premiers colons à s'ériger des forts. Puis à se cacher derrière. Oui. Fait que c'est mesure adaptative, là. Une chance qu'ils ont été capables d'éloigner les Indiens parce que on serait pas en onde aujourd'hui, là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, donc, qui peut voir venir la vieillesse et dire, c'est normal, et prendre ça de façon sereine, même avant que ça arrive? C'est regarder cette façon sereine. Et quand là, on tombe dans la résilience. Alors, une personne résiliente a beaucoup plus de chances d'adopter des comportements adaptatifs qu'une personne non résiliente. OK, c'est un point. Mais la peur, la peur, Janine... La peur est l'ennemi du plaisir. Le plaisir est l'ennemi de la peur. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Mais ça peut-tu motiver pareil? C'est cochonnerie. Ça m'a motivé à te sauver. Non, la peur, ça s'écoute. Regarde le téléphone d'Isabelle tout à l'heure. Sa mère qui est une lamenteuse chronique. Tu sais, sa mère, c'est une peureuse, c'est une anxieuse, c'est une... tu sais? Oui. Alors, elle se lamente. Elle finit plus de se lamenter, puis elle peut jamais être sécurisée, puis... Écoute, ça engendre les jérémiades. Pas des modes adaptatifs. Mais Isabelle a peur de devenir une plaignarde. Alors qu'elle n'est pas, tu sais, mais une peur qui pourrait c'est comme une prise de conscience dans le fond. Ce qui arrive, c'est qu'elle a raison. Elle a raison de contempler que sa longévité pourrait être atteinte. Oui, ça, c'est une possibilité. Ouais. Alors, on parle à Louise maintenant. Bonjour, Louise. Bonjour à vous deux. Bonjour, Louise. Une petite parenthèse d'autre Comayou, je vous ai vu à la télévision. Arrêtez donc. Qui était ce jeune religieux? Je ne sais pas, mais je veux pas le savoir. Ouais, ça s'annonce très mal. Ouais. Pour la vieillesse, en passant, moi, de ma peur est que, avant de mourir, je vois pas dans ce monde. Comment? Je vois pas dans ce monde à venir quelque chose d'extraordinaire qui pourrait changer le monde. C'est lent, ça aboutit pas. Mm-hmm. Ah, OK. Vous craignez de mourir, craindre, là. Une façon de parler. Oui, je comprends votre point. Voir l'humanité prendre un 360 degrés puis aller quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? Et ça arrivera pas, c'est ça. Mais Louise, ce serait le paradis terrestre, ce serait le paradis sur Terre. Alors là, vous feriez concurrence au ciel, et puis personne qui voudrait mourir. Pourquoi pas, Dr. Maillot? On l'espérait, peut-être ça. Pas vivre éternellement, mais bien vivre l'humanité. N'être qu'un seul peuple. Ça c'est la définition du paradis terrestre. Ne plus parler d'individu, mais d'être humain. Et là, vous allez entrer en concurrence avec Dieu et son ciel.
Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec la religion, être bien, Dr. Maillot. Écoutez, elle va manger ses bas. mais c'est le grand rêve de Raymond Lévesque qui a écrit sa chanson Quand les hommes vivront d'amour. Tu sais, on souhaiterait probablement avant de mourir voir ça. C'est ça, Louise, hein? C'est ça le bonheur. Hey, mais Ouais. c'est quoi votre bug de vouloir que la Terre soit un paradis? Non, mais ça se peut-tu? Dr. Maillot. Oui. Êtes-vous heureux dans ce qu'on vit en présentement? Ben, je comprends. Pas moi. Le diable est aux vaches, puis on a du fun. Non, pas moi. Moi, je rentre Écoutez, pas si dans tout le allait moule. bien, Janine et moi, on fera autre chose après-midi. On serait pas en onde avec vous. Je ne rentre pas dans le moule. Qu'on m'impose. Et la peur nous est imposée aussi, n'oubliez jamais. J'aime ça. La peur nous est imposée. Je comprends. Oui. C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer à Janine, là. Maudite race de peureux au Québec. Oui. Puis de bonnes femmes peureuses, puis de bonnes femmes névrotiques. Puis c'est contagieux, ça. N'oubliez oui. Dr. Maillot, n'oubliez surtout pas que sur cette terre, chaque trou de cul a une mère. Où étaient-elles, ces mères? Si on parle de Bush, Bon, attendez un peu. gang de religieux, de gang de fous Hitler. Il y avait une mère, eux autres? Oui, mais attendez un peu, Louise, là. C'est que, n'oubliez pas, il y a deux influences. OK? Il y a l'inné et l'acquis. Nature and nurture. OK? La mère nourrit, mais elle nourrit un être humain qui a une génétique. Alors, chaque trou de cul a une mère, oui, mais chaque trou de cul a aussi un bagage génétique. Que la mère ne peut pas contrer. Que les influences, même d'une bonne mère, ne peuvent pas contrer. Oui, mais pourcentage de combien? Pas beaucoup. Ben. Il y a tellement de trous de cul sur la terre, je créerais que... C'est une race, ça, Louise. Mais Ça en devient une race, Louise, là. ce qui arrive, c'est qu'on peut souhaiter une amélioration, une bonification des attitudes maternelles des mères envers leurs enfants, leur progéniture. Ça, on peut le souhaiter et on peut même faire plus que le souhaiter. On peut même essayer d'améliorer ça. Avez-vous entendu au franc-tireur, le psychiatre qui a parlé pour les enfants? C'était pas un pédiatre? Oui, pour les enfants, spécialement pour les enfants. Julien, le docteur Julien, le pédiatre? Non, je me souviens plus de son nom, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce qu'il disait? Qui parlait qu'il a fait former une école, qui est dans l'école avec les enfants qui peuvent venir tant qu'ils veulent. Ils les nourrissent de temps en temps. Oui. Oh, c'était merveilleux. Tu vois, dans quel pays ça se passe? passe? Il parlait quasiment contre les CLSC, toute cette gang de rapaces-là. Là. Arrêtez donc. Oui. Oui, je pense que c'est le docteur Julien, c'est le pédiatre Julien. Oui, je me souviens pas de son nom. Il dénonce des choses, là. Parce que dans notre société, sur l'amélioration des attitudes maternelles envers les tout-petits. Oui, la société n'est pas faite pour les enfants non plus. Non. Écoutez, les Québécois, je pense que dans les provinces canadiennes, d'ailleurs, le taux d'allaitement est un reflet. Écoutez, l'allaitement maternel, 80% en Colombie-Britannique, puis là, je pense qu'on vient de dépasser, ou on est autour du 50%, là. Ah oui, alors, je vais vous répondre autrement. Ils ont fait des analyses aux États-Unis, il y a des laits maternels qui sont pleins de pesticides. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben là, à ce Il faut moment-là, que ça change. On n'a pas le choix, on n'a plus le temps d'attendre, Dr. Maillot. Mm-hmm. Avez-vous entendu qu'est-ce qu'ils ont dit à la télévision, là, que l'atmosphère et tout, si on continue tel qu'on est, là, ça n'a plus de sens. On se plante directement. Le nez dans la marde. C'est ça. On est à minuit moins 5. C'est ça. On n'a pas le choix, Dr. Bayou. Il faut s'en brancher. Point final. Ouais. Puis CRTC, on s'en tape. Pardon? Point final. Le CRTC, là, je m'en tape. Ah oui? Oui. Oh! Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous, là? Si vous pensez, si le CRTC pense que je vais appeler à la radio, puis je dirais pas la façon de penser, ils se sont trompés. Ah, ça là-dessus, par exemple, je vous appuie parce que vous savez qu'à notre tribune, on ne censure pas les auditeurs. Si ça plaît pas. Point final. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Il faut qu'on change, Dr. Maillot. J'essaie J'essaie de m'auto-censurer, de faire attention pour... Pour qui? Pour la CRTC? Non, pour déployer une certaine qualité de langage, parce que je veux pas quand même, là... Je veux pas être le continuum d'André Arthur, de Jeff mais vaut mieux le langage des mimes, qu'on comprend rien? Mais généralement, j'essaie de faire en sorte que mon langage, si choyé soit-il, soit accessible. Ah, c'est bien dit, hein? Oui, on ne veut pas de mimique, on veut la vérité. Bon. Bye, Louise. Merci, Louise. Bye. On parle à Liliane maintenant. Bonjour, Madame Liliane. Bonjour. Bonjour, moi, Liliane. qu'est-ce qui m'inquiète à vieillir, c'est parce que je suis malade, là. J'ai toujours eu une santé très, très fragile. Puis là, je fais de la fibromyalgie, l'arthrite, de l'arthrose aussi.
L'arthrose, c'est à cause d'un accident, par exemple. Mais là, plus ça va, plus que ça empire. Puis je suis traitée au antidépresseur depuis 7-8 ans pour la fibro. Oui. Mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai, ça, la fibromyalgie, parce que prendre des antidépresseurs, je peux pas voir que ça donne, parce que mes douleurs empirent tout le temps. Ah. Fait que je perds un petit peu confiance. Quand j'ai trop de douleurs, là, je finis par perdre confiance. Mais ça se peut pas qu'il n'y ait pas de médicaments pour ça. Je comprends pas comment vous savez, Liliane, on peut souffrir de même. À venir jusqu'à il y a quelques années à peine, la fibromyalgie n'était pas une maladie reconnue. Non, je sais. On pensait que c'était des jérémiades de bonnes femmes. Parce Oui, que mais c'est justement... C'est un trouble qu'on retrouve très peu chez les hommes, mais semble-t-il, là, aux dernières nouvelles, la fibromyalgie s'affirme de plus en plus comme étant vraiment une maladie. C'est 30% des femmes. Oui, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont la fibromyalgie, puis j'ai jamais vu un homme non plus, c'est vrai. Non, il y a à peu près pas d'hommes qui ont ça, fibromyalgie. Mais par contre, mes enfants me croient pas. Fait que ça, je crois que c'est ça qui me rend... Les enfants croient pas. C'est pas reçu. Ça me fait de la peine. Je me dis, comment ça se fait? C'est parce que je me lamente pas toujours. Mais il y a des fois, j'ai tellement de douleurs que je suis portée à dire, tu sais, ou j'ai assez mal dormi, j'ai pas dormi, parce que c'est surtout la nuit que ça fait encore plus mal. Je suis portée à en parler un peu. Puis là, tout de suite, on me bouche en me disant, toi, t'es avec tes maudites maladies, puis croyez pas ça, fibromyalgie. Ça me fait beaucoup de peine. Quel sexe vos enfants? Pardon? Quel sexe vos enfants? C'est ma fille. Ma fille, c'est une fille, est-ce que? Puis mon fils, lui, je lui en parle à peu près pas souvent parce que je le vois aux 2-3 mois. Oui. Il reste à l'extérieur. Mais ma fille, surtout, elle veut pas n'entendre parler. Bon. Écoutez, mais c'est une femme. Faut comprendre, Liliane. Ben, tu sais, elle est très méchante avec ça, parce que moi, ça me fait beaucoup de peine. Mais ses enfants aussi. Vous savez, on a prêté beaucoup trop de vertus à beaucoup trop de femmes au Québec. C'est là qu'a été notre erreur. Parce que mon petit-fils a 16 ans, là, maintenant, puis il dit toujours comme sa mère, lui, hein. Fait que là, il est rendu que si j'ai le malheur de dire, elle va m'en demander, regardez, je file trop mal aujourd'hui, tu peux-tu attendre demain? Elle, puis c'est crise de maladie, puis là, il commence, tu sais. Toi, si t'es pas venu ici, je vais te parler de maladie, ben, tu seras se mettre chez vous. Fait que là, maintenant, quand je lui parle, normalement, là, ben, il me répond plus. Il me parle plus, tu sais, il s'intéresse pas du tout à moi, puis ça me rend. Je l'ai gardé souvent. Ça fait ressortir un aspect en vieillissant. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup abordé au début de l'émission, l'aspect maladie, qui est associé au phénomène de vieillissement. Puis c'est pas accepté par l'extérieur, là, par l'entourage. Dans bien des cas, c'est ça. Vous savez, Liliane, tout à l'heure, avez-vous entendu la conversation que j'ai eue avec Louise? Oui. Au Québec, on a oublié d'aider les femmes, les mères, à améliorer leurs attitudes maternelles. Et on récolte ce qu'on a semé. Oh, ben moi, je sais pas, mais j'étais une mère... vous êtes en train de nous dire que votre très fille... molle, c'est vrai. Vous êtes en train de nous dire que votre fille a des mauvaises attitudes maternelles, que ça l'a dépeint sur son fils et que ça vous fait beaucoup de peine. Alors, et d'un, vous devez endurer votre maladie, et de deux, vous devez endurer les sarcasmes et les bêtises de votre fille et de son fils. Alors peut-être qu'on pourrait profiter de votre appel pour réfléchir sur un aspect qui peut être changé. Si on ne peut pas améliorer votre fibromyalgie, on pourrait peut-être aider les mères à améliorer leurs attitudes maternelles. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez redonner une deuxième vie à votre... Le vieillissement, est-ce que ça vous fait peur ou si vous voyez ça de façon sereine? Est-ce que c'est positif? C'est une continuité de la vie, ça dépend du point de vue de chacun. Puis on va voir ce qu'en pense Jeanne. Bonjour, Jeanne. Oui, bonjour. Bonjour, à Jeanne. vous deux. Moi, là, le vieillissement, là, j'étais une personne sereine, mais on dirait que là, de plus en plus, je deviens un peu sereine. C'est pas de vieillir qui me fait peur, ce qui entoure. L'entourage, la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est déprimant. Vous savez, on a beau là avoir l'âge, avoir la maturité, avoir
vouloir voir les choses, comme vous disiez tout à l'heure, là. Vous seriez pas là avec Janine pour animer. Mais vous, c'est votre travail d'animation. Mais nous, les mères, là, on en a beaucoup sur le dos, hein, pour nos enfants. Être mère, une vraie mère, c'est quelque chose. Exact. Vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est quelque chose. Et j'ai été une vraie mère. J'ai tout donné à mes 2 garçons. Non, très, très mauvaise attitude. Vous venez de... Non, j'ai tout donné. Là, ça, vous m'impressionnez pas du tout. Pardon? Non. Écoutez, depuis quand que de devenir exsangue est une façon d'être une bonne... de se saigner à blanc est une bonne façon d'être une bonne mère? Pas du tout. Alors, quand vous dites « j'ai tout donné à mes garçons », ça m'impressionne pas. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous dire parce que, à première vue, là, pas fort. Ouais. Ben là, en tout cas, soyez pas trop rough avec moi, là, parce qu'à mon âge, là, moi, je vais vous faire ma ligne. Parce que là, tu sais, j'ai le droit de m'exprimer à ma façon. On n'est pas toutes des psychologues pour être capable de parler. Puis malgré votre âge, écoutez, c'est pas parce qu'on est rendu à un certain âge que notre capacité de réfléchir nous quitte. Lorsque le cerveau est intact... La capacité de réfléchir à force de s'en faire faire, des fois, c'est sûr. Ben, vous savez, c'est parce que votre génération peut continuer à perpétuer des mythes qui n'ont pas d'allure. Et c'est là-dessus, je serai toujours critique, peu importe votre âge. Mais si elle parle de son expérience, Jeanne. Jeanne, vous avez proche non, 80? j'ai tout donné de prendre la ligne, de venir vous lamenter sur les ondes en disant j'ai tout donné à mes garçons. Ça là, oh boy! Pas sûr que... Dans notre temps, puis encore aujourd'hui, on pense que nos mères, on a donné. Si on n'en donne pas assez, vous chialez pareil. Fait que tout se bien dire qu'on donne beaucoup. Comme ça, on est des bonnes mères. C'est le même que je le vois. Si on n'en donne pas assez, on n'est pas des bonnes mères. Et quand on en donne trop, on ne l'est pas encore. Alors, c'est quoi le juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu. C'est pas, vous avez pas compris. J'ai bien compris. Vous avez eu 2 fils, puis vous avez rien compris. Élever des enfants, c'est répondre à leurs besoins. Attendez un peu. Élever des enfants, c'est répondre à leurs besoins et les préparer pour la vie. Est-ce que c'est ça que vous avez fait? Oui. Bon, parfait. C'est ça que j'ai fait. Dans le meilleur des venez pas me convaincre que vous êtes saigné à blanc, ça c'est pas vrai. Dans le docteur Mayou, c'est dans mes connaissances à moi, pas dans vos connaissances de psychiatrie, là. C'est dans la connaissance de l'être humain, là, sur la terre entourée de tout le monde et dans toutes nos misères et nos peines. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Peut-être que pour vous, c'est pas correct. Ben c'est justement, Jeanne, on est en 2005 et on va commencer à regarder la façon dont on élève les enfants au Québec, que ça vous plaise ou pas. Puis ceux qui n'ont pas fait la bonne job, ben, ils vont se le faire dire. Puis ceux qui ont fait une bonne job, ben, tant mieux. C'est quoi la bonne job? Jeanne, vous l'avez dit tantôt à Pierre, vous avez dit que vous avez préparé vos garçons à la vie. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et quand vous regardez comment vous avez élevé vos enfants, on a l'impression que ça n'a pas été facile. Mais le bilan, c'est quoi? Ils sont autonomes. Et vous, est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez fait? Oui. Comme mère? Oui. Alors, de quoi vous vous plaignez? Pourquoi vous dites que c'est déprimant? Ben, pourquoi que c'est déprimant? Parce que la vie d'aujourd'hui, c'est déprimant. Parce que le monde vit individualistement. Là, c'est individualiste, le monde. Cliché. Pardon? Éculé, le propos que vous venez d'avoir. Ça, c'est vide de sens. Et puis ensuite de ça aussi... Elle a quoi, votre vie, là, qui vous convient pas? Laissez faire les autres, là, c'est pas... Vous êtes... Ben, en tout cas, c'est l'entourage, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était l'entourage. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'entourage? Ben, ça veut dire que, c'est ça, on vit seul en vieillissant. C'est ça qui est difficile, la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, on vit seul en vieillissant? On vieillit seul en vieillissant, c'est tout. Parce qu'on peut pas parler de nos maladies, parce que ça fatigue le monde. Et si on sort, si on entend parler des maladies, ça fatigue le monde. Il y a beaucoup de critiques, alors on se demande qu'est-ce que c'est qu'on va faire en vieillissant. On s'amuse, oui, c'est le fun de s'amuser quand on peut vraiment s'amuser. C'est ça qui arrive. Et ensuite, je me dis, est-ce qu'on peut se fier sur nos enfants si on tombe malade ou... les enfants d'aujourd'hui, ça veut tout recevoir et puis... Non, Jeanne, vous avez un relent de mépris qui m'écœure dans vos propos. Oui, bon, ben c'est ça. Je le savais que j'ai été pour voir ça comme ça. Vous avez un relent de mépris envers votre propre progéniture. Alors, expliquez-moi ça. Est-ce que je me trompe quand je vois une petite saveur de mépris envers vos propres enfants? J'ai une quoi? Vous avez du mépris. Non, j'ai pas du mépris. Je trouve qu'ils sont égoïstes. C'est tout. Vous êtes méprisante envers vos enfants, en quel honneur? Ben, peut-être parce que je les ai mal élevés.
Avez-vous un peu de jugement, vous? Ouais, ben j'en ai peut-être autant que vous, mais c'est ben moi je vis parmi le monde. Moi je vis pas en psychiatrie, là. Vous dites n'importe quoi après-midi? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est nécessairement Ouais, j'allais être méchant. Ben, en tout cas, de toute façon, ben ça, c'est pas du nouveau, parce que quand vous voulez, vous êtes vraiment méchant, hein. Mais, en tout cas, de toute façon, j'ai pensé que si je disais ce que je ressentais, que vous étiez pour faire une petite crise, comme vous faites souvent, là, quand on dit le contraire de vos idées. En tout cas, pour moi, j'étais une bonne mère. Comment le contraire de mes idées? C'est quoi cette affaire-là? Vous devez comprendre, vos garçons vont pas vous voir. Vous êtes une vieille détestable. Vous dites n'importe quoi. Réfléchissez avant de parler. Non. Je suis pas une personne détestable, parce que vous saviez qu'est-ce que j'ai fait. En tout cas, là, en ondes, vous dites n'importe quoi. Non, vous dites une chose et son contraire 3 minutes après. Essaye de parler, Pierre. De toute façon, Docteur Mailloux, là, quand on vous dit le contraire de vos idées, c'est vrai, le monsieur, hier, il avait vraiment raison. Il s'exprimait mieux que moi, peut-être, par exemple, mais de toute façon, il vous le dit que c'est vrai, la vérité. Bonjour, et je vous remercie bien, gros, de m'avoir écouté. Bye. Bonjour, Jean. On n'est pas là pour écouter des stupidités et perpétuer des mythes imbéciles. Pierre, elle a parlé d'un phénomène qui est la solitude. C'est pas parce qu'on est vieux que ce qu'on a entre les deux oreilles, ça ne sert plus. Je regrette. J'ai beaucoup de compréhension pour le monde qui sont affligés d'une maladie qui les empêche de réfléchir. La bonne femme, là, non, cette bonne femme-là, pas affligée pantoute, là. C'est que c'est évident qu'elle a jamais réfléchi à ce qui sortait d'entre les dents. En tout cas, on n'a pas donné beaucoup de temps à Pierre. Elle a parlé quand même de plusieurs points. La solitude qui est souvent accolée à la vieillesse, elle en parle. En l'espace de 5 minutes, elle disait n'importe quoi et son contraire. Hey, wow, réfléchis à ton affaire avant de parler. Quand t'as de la visite, là, elle tient les mêmes propos. Je vieillis seul en vieillissant. Mais oui, tu dis des niaiseries une après l'autre. $1 million en argent. Quand on regarde arriver la vieillesse, Pierre, qu'on est dans la cinquantaine, fin quarantaine, et puis il y a des petits signes qui disent « Bien, mon corps va changer », est-ce qu'on peut décider de vieillir d'une certaine façon si la maladie nous apporte? Janine? Oui. Regarde, tout à l'heure, Jeanne, là, des femmes comme Jeanne, là, Pierre, c'est le grand âge. C'est plein, OK? Bon. Là, elles arrivent, puis la première chose, là, qu'elle dit à ses garçons, « Je vous ai tout donné. » Les gars la regardent, puis ils oseront peut-être pas lui dire, ils vont dire, « Écoute, la bonne femme, là, tu trouves pas que tu beurres un peu épais? » Tu sais, je veux bien reconnaître, t'as fait de choses, mais de là à dire, je vous ai tout donné, c'est des choses qu'elle aura procuré. Il y a des choses qu'ils se sont données et dotées. Tu sais, essayez, les petits vieux, de pas trop être pillards et de ne pas vous arroger les succès des autres, quand même. Il y a des limites, là. Tu sais, ça fait une coupe après-midi, là. C'est pour ça que ça commence en rogne, là. Mais là, arrêtez ça, Pierre. Non, mais réfléchissez. C'est pas parce qu'on est vieux que, écoute, on perd notre capacité de réfléchir. Non. Pierre, est-ce qu'on peut concevoir une chose que c'est vraiment une autre génération et il parlait comme ça? Ce que vous dites, Janine, Pierre, la façon dont il parlait, je m'en contrefous. On est en 2005 puis les petits vieux, vous allez progresser que ça vous plaise ou pas. Sinon, fermez vos gueules et arrêtez de vous plaindre. Pierre, votre point se défend. Cette dame-là a 80. Ça, c'est le 4e âge, OK? Ils avaient une façon de parler. Peut-être qu'elle va être capable de faire un bilan puis dire, ouais, peut-être que j'ai eu une partie de ma vie qui était à moi, qu'effectivement, j'ai pas tout donné à mes enfants. Mais c'était une façon de s'exprimer. Aujourd'hui, on est peut-être plus réaliste. Que cette bonne femme-là s'exprime comme elle l'a fait en ondes? Je sais pas, Pierre, c'est une façon de parler de génération. Bon, en tout cas. Je rencontre du monde âgé. Puis je rencontre du monde âgé qui sont autrement plus allumés et évolués que ça. Mais en 3 minutes, Pierre, on pourrait lui donner une chance. Ben là, écoute. Juste en 3 minutes. Non. Affirmer en 3 minutes, là, des choses et son contraire, une après l'autre, là, il y a des limites, là. Non. Un instant. Je suis habitué de rencontrer du monde. J'en vois du monde. J'en évalue régulièrement. Et je fais de la psychogériatrie. Janine, je connais un peu le domaine. Oui, Pierre, ce que vous dites, là, je vous donne pas tort là-dessus. De toute façon, je suis pas un juge. Mais je me dis,
oui, c'est peut-être bon qu'on se fasse dire, mais à tout moment, non, vous n'avez pas tout donné à vos enfants. Mais ça peut être pour certaines générations une manière de parler parce que tout le monde parlait comme ça. C'est peut-être la première fois qu'elle se fait dire, c'est Jeanne tantôt, que non, on donne pas tout à nos enfants, c'est impossible, on peut pas tout donner. C'est tout. Ça s'arrête là. Peut-être qu'elle va être capable de cheminer avec ça, peut-être pas. Mais pour les autres qui écoutent, votre point est bon. Au moins, si ces deux gars écoutaient, ils vont avoir compris quelque chose. Alors, on va aller au propos de Thérèse. Bonjour, Thérèse. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Thérèse. Écoutez, c'est pénible aujourd'hui, votre émission. Je trouve ça pénible, les gens. La vie est tellement belle. Qu'est-ce que c'est être vieux, pour commencer? Wow! Est-ce qu'il y a un chiffre à ça? On n'est pas... Moi, j'aurai 54 ans bientôt. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Puis c'est pour ça que je vous appelle, parce que pour changer un petit peu le cours de l'émission, là, la négativité, puis la wow, c'est ça qui crée des maladies, je trouve. Moi, je côtoie des gens le matin, là, à 4 jours par semaine. Puis je vais vous dire, il y en a qui ont 75, 78, vous devriez les voir. Ils sont des modèles. Ben, je le sais, j'en côtoie régulièrement. J'en évalue régulièrement. Je trouve ça merveilleux. Alors, c'est pour ça que je dénonce ceux qui n'ont pas d'allure, les petits vieux qui n'ont pas d'allure, on va leur dire. Ah, absolument. On va leur donner, merci. On va être deux. Non, mais c'est parce que... Il y a des limites. Il y a des limites il y a des dangers à être complaisant face à ces attitudes négatives, drainantes, siphonnantes. Absolument. Puis en plus, c'est pas bon pour ceux qui sont dans la cinquantaine, puis un jour, on va se rendre là aussi. On va essayer de changer ça. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. Mais moi, correct, je me tais. Je voudrais juste... Mon après-midi est fait. Allez-y. Je voudrais juste vous faire part d'un article dans la Gazette que quelqu'un me mentionnait ce matin, là. Elle disait que les gens qui sont sous l'endorphine, là, ils ont beaucoup plus de chances de vivre plus longtemps et plus heureux que ceux qui sont ces antidépresseurs puis name-les, là, comme vous dites, là, les activants puis les Valium et compagnie. Mais ça, c'est parce que c'est pas payant pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, on va essayer de, tu sais. Mais c'est vrai, puis moi, je vais vous dire... Attendez, allez pas trop vite, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas de quoi vous parlez quand vous parlez des endorphines. Bon. C'est quoi ça, les endorphines? Ben, pour moi, c'est l'hormone du bonheur, je vais vous dire. Là, je me lève le matin, 5 jours par semaine, je fais du cardio, je fais du step, de la marche rapide, j'étudie à 54 ans. Je veux dire, je trouve ça merveilleux. Mais alors, les endorphines, attendez un petit peu, juste une parenthèse, c'est important, ça. Un peu nerveuse. Parce que non, vous faites bien ça. Attendez, juste une petite parenthèse. Elle est sur les endorphines, Pierre. Non. Vous faites bien ça, là, puis je veux juste que les auditeurs suivent bien vos propos, parce qu'ils sont importants, vos propos. D'accord. Alors, les endorphines sont des neurotransmetteurs. C'est des produits sécrétés par le cerveau et c'est très agréable. Quand on fait des activités physiques ou des activités agréables, ça va déclencher la sécrétion des endorphines dans le cerveau, puis ça nous donne une espèce de petit état d'euphorie, de bien-être. Mais naturel. Naturel. Oui. Continuez. Oui. Alors, puis même le mois dernier, il fallait que j'aille voir mon médecin gynécologue, mon périodique, il dit, ça paraît, dit les gens qui sont sur les endorphines. Je vais trouver ça assez cute parce que c'est tellement pénible des fois de voir des gens qui auraient tout pour être heureux, mais d'où ils trouvent le moyen d'être négatif. Puis justement, en parlant de négativité, c'est l'article que je voulais vous parler là dans la Gazette qui disait que les gens qui étaient positifs malgré ce qui peut tout nous arriver dans la vie, parce que c'est ça qu'on passe, tout le monde passe des temps qu'on voudrait oublier, ben c'est en restant actif puis en essayant d'être positif, parce que ça coûte pas plus cher d'être positif que d'être négatif, comprenez-vous? Mais les bienfaits de la positivité est tellement différent de quelqu'un qui est négatif, dans le fond. Puis ça coûte pas plus cher, puis on se sent tellement bien. Les personnes résilientes, les personnes qui acceptent l'adversité, créent un effet d'entraînement vers l'avant. Les lamenteux, les plaignards et les geignards font exactement l'inverse. Exactement. Ils drainent l'entourage vers l'arrière. Mais ce n'est pas associé exclusivement à la vieillesse, ça. Ah non. D'être plaignard. C'est ça. Correct? Non, mais c'est pour ça qu'on en parle, parce que... Oui. Puis quelqu'un qui a 80 puis qui a mal partout, qui a vraiment mal partout, disons que Janine, ça diminue le plaisir de vivre. Janine et Thérèse, tout à l'heure, Isabelle, paraplégique, en chaise roulante.
nous a appelé à 34 ans pour nous dire qu'il y a une race de crosseuses autour d'elle qui arrête pas de se lamenter et qui même trouve le moyen d'affirmer devant elle que elle, c'est pas grave, eux autres, c'est tellement grave ce qu'elles ont. C'est indécent, ça. Bon, alors ça, là, c'est dégueulasse. Oui. Et ça ne passe pas. Tout à l'heure, là, Janine, elle disait larguer. Est-ce que larguer, c'est le bon terme pour flusher? Oui. Yes. Ben, on flush, on largue pas. Flusher, c'est tirer la chaîne du bol de toilette et de voir disparaître la crotte dans le tuyau. C'est ça, flusher. C'est ça qu'il faut faire. Puis, en tout cas, moi, tout ce que je souhaite, c'est de me rendre à 75 ans, 70 ans, 80 ans. Puis, j'ai pas peur. Bien. Les rides, je les vois même pas parce que je suis belle intérieure plus maintenant. C'est bien correct. Allez, bye. Merci, Thérèse. Alors, il y a bon, des limites. alors, est-ce qu'on a des attitudes culturelles malsaines au Québec et on va en parler ouvertement. Entre autres, les attitudes lamentatives de beaucoup de femmes. C'est inacceptable. Ça draine tout le monde vers l'arrière. Ça passe pas. Et c'est pas associé. Les grands malades, ils peuvent, comment je pourrais vous dire, Pierre, ils peuvent à un moment de décharger en se plaignant un peu. Quand ça fait tellement mal. Mais quand t'es plus jeune et tu te plains de tout et de rien, oui. Ça, oui. Non. Quelqu'un qui est en souffrance, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Mais un lamenteux, c'est pas quelqu'un qui est en grande souffrance. Mais qui veut être traité comme s'il était en grande souffrance. On parle à Pierre maintenant. Bonjour, Pierre. Hello? Oui. Oh, on m'avait pas avisé que j'étais en onde. Bonjour. Oh, vous l'êtes. Bonjour, Pierre. Alors voilà, je voulais apporter, comme la dame précédente, là, un peu de positif au vieillissement. J'ai 66 ans. Je fais présentement ce que j'aurais toujours voulu faire quand j'étais plus jeune. J'avais pas le temps, malgré que retraité, là, on court après le temps, quoi qu'on en dise. Là. Vous êtes occupé. Vous êtes très occupé. Oh, ça prendrait des journées de 16 jours. 6 jours même. Alors voilà. Disons que je dis au départ que ma santé est moyenne, bonne, usure de 67 ans, pas plus, là. Et ce que je trouve de positif dans ça, c'est que je prends le temps de vivre, de respirer, de lire. Moi, je suis un passionné, j'aime la lecture. Je lis ce que j'aime, je lis pour le plaisir et non pour me pavaner et dire que j'ai lu tel roman, là. Qu'est-ce que vous lisez? Pourquoi que les gens ne font pas ça? Qu'est-ce que vous lisez, Pierre? Là, je viens de terminer Tolstoï, La guerre et la paix, qui est une bonne brique, là. Et méchante. Oui, c'est 500 pages. Les Trois Mousquetaires, je lis à peu près n'importe quoi. Alexandre Dumas. Dumas. Et puis là, je m'attaque à La Chartreuse de Parme de Stendhal. Et puis, j'ai lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, puis des trucs de même. Oui, les grands classiques. Les grands classiques. Oui. Puis, ça m'apporte énormément parce que si je passe une heure... Stendhal, c'est lui qui avait écrit Le Rouge et le Noir, qui avait été mis à l'index pendant longtemps par l'Église catholique, n'est-ce pas? Oui, je sais ça, mais je l'ai pas lu, ça. Oui, on se l'arrachait. Lorsque j'étais jeune, j'aurais aimé ça, lire Le Rouge et le Noir. Puis quand c'était le temps, puis plus tard, j'avais plus le temps. Lorsque je suis entré en médecine, mais ça m'aurait fasciné. S'il y a quelqu'un qui a déjà lu ça, Le Rouge et le Noir de Stendhal, qu'est-ce qu'il y avait dans ce roman-là pour qu'il soit mis à l'index? Est-ce que vous le savez? Je sais pas. Intéressant. Mais je sais qu'il était à l'index parce qu'on le cherchait dans la bibliothèque, puis on nous avait dit qu'il était à l'index. Pierre, vous auriez un autre point? Oui, j'aurais plusieurs. Oh oui, point? On va l'écouter. OK, alors on passe aux informations, puis on vous revient. On parle avec un monsieur Pierre qui a meublé beaucoup sa vie depuis qu'il est à la retraite. Puis vous aviez d'autres points à amener. Il n'y a pas seulement que la lecture. Hein. Il y a plein de choses. J'écoutais Les Bonnes Femmes chialer. Là, ça va mal, les nouvelles. Écoutez-les pas, les nouvelles. Quand ça nous affecte, on s'éloigne. Puis vous riez, mais c'est vrai. Écoutez, Pierre, savez-vous pourquoi je ris? C'est tellement gros et évident que ça borde le ridicule. Ah, c'est ça. Mais c'est quoi cette race-là? On est composé de ça. Est-ce qu'on peut se dire au moins qu'il y a des éléments de notre culture qui n'ont pas de sapré bon sens? Ces maudites attitudes de lamenteuses, de pleureuses publiques. Mais ramassez-vous! Je vous comprends. Il y a des limites! Bon, votre mère était une pleureuse. Chialeuse, elle courait, elle donnait de la merde au médecin parce qu'il voulait pas lui donner des pilules. Bon. Hey, si vous saviez le nombre de mes confrères qui sont pognés avec ces bonnes femmes-là... Mais écoutez, ce que vous avez entendu en ondes cet après-midi, là, dans le bureau des médecins, ces bonnes femmes-là, ils ont le même discours. C'est ça.
Imaginez le pauvre médecin, il y a 40 personnes à passer, il y a du monde vraiment malade, puis il tombe sur ces maudites agrès-là. Il est beau de placebo, quelque part, j'imagine, hein, s'ils en veulent des... Ben non, il lui donne de l'Ativan et du Rivotril. S'en débarrasse. C'est de l'alcool en comprimé. Oh, mais là, il continue à pleurer. Ben oui. Ça empire le problème, M. Pierre. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Puis à cette heure, ben, comme ça devient embarrassant, en haut de 60 ans, de donner de l'Ativan, ben, il lui donne du Paxil et de l'Effexor. Là, ils deviennent complètement séniles, débiles, puis en tout cas, tout ça. Tout ce qui vient avec le vieillissement. Heureusement que c'est pas tout le monde. Si on parle... C'est millions de dollars d'antidépresseurs au Québec, supposément. 1 tiers de milliard seulement d'antidépresseurs. Et si on regarde la strate qui en mange le plus, 60 ans et plus. Non, il y a des choses qu'on va se dire. Ah, vous avez beau m'engueuler tant que vous voudrez. Écoute, il y a des réalités qu'on va se dire d'en face. Puis Pierre, un autre point, vous aviez 2 autres points. Ouais, on peut parler de fréquentation. Les chialeux fréquentent des chialeux, puis c'est celui qui en aurait le plus épais à se lamenter d'eux. Allez voir des gens qui sont intéressants, qui vous apportent quelque chose de nouveau, qui éveillent votre intelligence, votre curiosité, puis là, vous allez tomber, hey, coudonc, il m'a parlé de Napoléon, m'a acheté le livre, je vais le lire, Napoléon, c'est ce que je viens de faire. Puis là, on se rend compte qu'on a d'autres choses à parler que des maudits bobos. On a tous des bobos. Vous en connaissez? En avez-vous rencontré des gens comme ça, Pierre? Je les fuis. Non. Les autres. Ceux qui vous intéressent à la vie de Napoléon, puis tout ça, vous en avez dans votre cercle d'amis? Absolument. Oui, il y en a. Bon. Ils sont minoritaires, mais il y en a. Oui, mais faut pas non plus essayer de passer pour un intellectuel. Moi, je me tape des bandes dessinées à l'occasion. Quand j'ai pas le goût de commencer un livre, je sais pas trop m'orienter parce que je vais me taper 3, 4 bandes dessinées. Tout le monde peut lire ça. Maudit, moi, il est aveugle, là. Allez prendre des manches, Lesquelles que vous lisez, les bandes dessinées? Ben là, j'ai revu Tintin à peu près d'un bout à l'autre, mais là, j'ai un copain qui me prêtait des Blackberry puis des belles images, là, tu sais, c'est bien fait. Comment il s'appelle? Le militaire, là, voyons, le capitaine... Capitaine Haddock? Non, le militaire, là, les bandes dessinées sur le militaire, là. Ah, m'échappe. C'est assez bon. Hein? Non, pas dans Tintin. Ah. C'est une bande dessinée, mais c'est un militaire. Ah, je sais pas. Voyons, en tout cas. Je suis pas un vrai fervent, mais à un moment donné, j'ai pas le goût de commencer quelque chose de sérieux. C'est parce que je veux le dire. Pas Pierre Tombal? Non. En tout cas, en passant, j'ai noté le rouge et le noir. Je pense que ça pique ma curiosité. Là, c'est à l'index. Je pense que je vais aller le chercher. Oui. Puis, sérieux, je suis sérieux. Ah, oui. Puis, rappelez-nous un vendredi, pour dire, lorsque vous l'aurez lu, qu'est-ce que, d'après vous, pourquoi l'Église catholique avait mis Stendhal, ce roman-là de Stendhal, à l'index, Le Rouge et le Noir. Puis, on peut reparler de livres. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Non. Je pense que tout le monde devrait lire ça. Le pouvoir du moment présent, c'est s'arrêter de penser. C'est d'après l'auteur, là, ce que moi j'ai compris, mon interprétation, c'est que on est conditionné, on bouge, on vit, puis on parle selon notre pensée. C'est notre pensée qui nous fait agir. Notre pensée est fondée sur notre vécu. Alors, on sort pas d'un barème, on s'en va dans... Oui, et notre pensée peut générer à elle seule beaucoup d'émotions. Absolument. Et de sensations internes. Absolument. Pourquoi vous pensez que je dépense autant d'énergie à essayer de faire comprendre à une couple de vieilles après-midi que peu importe leur âge, leurs idées ont pas de maudit bon sens? En plein ça. Mais il faut en sortir. Parce que c'est important, les idées vont générer en elles des émotions, des états intérieurs. En tout cas, Pierre et Pierre, oui. Le pouvoir du moment présent, oui. Je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Ce livre-là a été mentionné par un jeune designer, un gars qui est à la fin vingtaine. Alors, vous avez les mêmes intérêts. C'est juste ça que je voulais faire remarquer. C'est fantastique. Ce livre-là est absolument extraordinaire. Puis dans tout ce qu'on peut lire, on trouve des pensées qui nous accrochent quelque part. Oh, regardons ça. Ça, c'est intéressant. Puis il faut évoluer, même si on est rendu un peu plus vieux, mauditement. On ne peut pas s'asseoir et dire, ben là, c'est fini, là. Bye, Monsieur Pierre. Saviez-vous? OK, un petit courriel ici concernant le vieillissement. Dit personnellement, je n'ai pas peur de vieillir. À tout âge, il y a des plaisirs qui sont différents. Elle dit, j'ai adoré avoir 50 ans. À ce moment-là, j'ai cessé d'avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque. Elle dit, à la période de 30-40 ans, elle se sentait obligée de performer, de faire son chemin. C'était épuisant. Puis elle dit, à 60 ans, je laisserai la sagesse m'habiter. Voilà. On parle à Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, bonjour, Marie.
Moi, je suis très très jeune, donc c'est pas pour moi que j'ai peur pour l'instant, pas du tout. J'ai plutôt la difficulté à dealer, comme on peut dire, avec le fait que ma mère et ça m'a interpellé un petit peu tantôt quand la dame disait qu'elle faisait de la fibromyalgie et que ses fils n'allaient plus la voir et tout ça. Ma mère fait aussi de la fibromyalgie. Et puis, elle essaie de faire porter le fardeau, mais plus ça va, moins j'ai le goût de la voir, moins j'ai le goût de lui parler parce que j'ai vraiment beaucoup de la misère avec ça. Pas que je respecte pas sa maladie, pas que je n'y crois pas, j'y crois qu'elle a de la fibromyalgie, mais en même temps, je sais pas si c'est aussi que je peux voir qu'elle n'est plus la femme que j'ai connue en tant que mère active et qu'elle faisait plein d'activités et que là, elle peut pratiquement plus faire. Mais, ou que c'est le fait que, évidemment, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si elle demandait que je lui retourne ce qu'elle m'a donné comme éducation, peu importe. Là, j'ai cette impression-là. C'est ma version de la médaille, évidemment. Là. Comme si c'était une dette là, qu'on vous demandait, qu'on collectait aujourd'hui. Oui. Je me sens en redevance un petit peu face à maman. Et puis, de l'entendre se plaindre, et j'ai tellement de misère avec... En fait, c'est pas juste maman, n'importe qui se plaint. J'ai de la difficulté avec ça. J'aime pas les gens qui se plaignent. Je suis une fille qui est super positive. J'ai une entreprise, j'ai plein d'activités, je suis passionnée, j'ai ma vie, j'ai mon conjoint et j'ai plein de projets. Et puis en même temps, j'ai maman à côté de moi qui est sur l'aide sociale puis qui en tout cas pour moi dans ma tête à moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a en avant d'elle pour l'instant, mais c'est pas rose là. Et puis ça me fait de la peine qu'en même temps, je peux pas non plus la prendre en pitié puis arrêter ma vie à moi pour ça. C'est là que je sais plus où puis je veux pas non plus m'éloigner puis bon elle va se retrouver évidemment dans un isolement qui n'est peut-être pas meilleur non plus là, tu sais. Alors madame, oui, j'ai le regret de vous informer que vous venez d'exprimer une opinion qui va en contradiction avec l'opinion du comité stratégique La Presse sur l'humanisation des soins de santé, composé des 5 bonzes dont j'ai parlé, 5 bonzes masculins dont j'ai parlé plus tôt cette semaine. Okay. Et qui affirme et vous, jeunes sans cœur, vous nous appelez pour nous dire que ça vous écœure de ressentir de la pitié pour votre mère, alors que le comité des bonzes à Montréal veut faire exactement de la compassion, de la pitié, une priorité dans nos soins de santé. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, que fait-on? C'est plate, hein, mais... Vous allez à contre-courant de l'idéologie. Je sais. Et en plus, c'est très mal vu, là. Les gens autour de moi, ceux à qui j'en parle, mais c'est ta mère, puis mais moi, je suis où dans ça? Ma vie est où dans ça, tu sais? Je veux dire, je peux pas passer mes journées à aller avec elle, faire ses commissions, à faire toutes ces choses, puis parce que de la difficulté à subvenir à ses propres besoins elle-même, tu sais. Je peux pas arrêter ma vie à moi. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui ont cette âme-là dans eux et qui sont capables de se donner entièrement pour quelqu'un d'autre, mais c'est bien une valeur. Moi, je peux pas le faire. Non, mais écoutez, là, énormément de monde nous écoute cet après-midi. Vont déplorer votre égoïsme. Ah, c'est sûr. Votre égocentrisme. Votre individualisme. Et tous les ismes de ce monde. Je sais. Ça n'enlève rien que je l'aime, ma mère, puis que j'ai beaucoup de reconnaissance envers les valeurs qu'elle m'a transmises. Vous savez, Marie, lorsqu'une mère coule, sa progéniture devrait couler avec elle. C'est ce que refuse. Mais c'est ça, Marie refuse. Votre mère est une épave qui est en train de couler. Et normalement, vous devriez vous porter au secours de l'épave et couler avec l'épave. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient... Il y a des gens qui sont bénévoles. Ils aiment ça. Ils ont le tour dans toutes les communautés. Est-ce que dans des cas comme ça... Non, Janine, je me refuse... Ben, tu peux pas la laisser crever toute seule. Je me refuse vertement ta suggestion. Parce que... Elle crève pas, là. Je veux pas mettre les choses... c'est pas dramatique, là. Elle pense à mourir, ma mère, là. OK? Il y a juste... Je me refuse totalement, Marie,
à vous confier le fardeau de cette épave? Ah, j'espère. En fait, même si vous vous refusiez pas, je le prendrais pas parce que j'ai déjà dit à ma mère, maman, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Je lui ai déjà dit ça parce qu'à quelque part, elle me demande. Et Marie, si vous saviez que lorsque dans quelques années d'ici, on va sûrement étudier le phénomène, quel est le pourcentage de mères qui ont été totalement, mais qui sont totalement en deçà des standards minimaux de maternage au Québec, je pense que quand on va étudier ça, on va être gêné de la réponse. Mm-hmm. Il y a un maudit paquet de bonnes femmes qui ont pas de sapré bon sang puis qui n'auront jamais. Bon. Votre mère, même si elle souffre pas de fibromyalgie, pensez-vous qu'elle va être mieux que ce qu'elle est actuellement? Ah non, non, c'est ça que je vous dis, là. Ça fait juste empirer là, un peu le processus. Merci. Là. Mais il y a un lot, pas une cohorte, un lot de mères incompétentes et véritables boulets, même pas déguisés au Québec. C'est ça, exactement. On va-tu prendre au moins le plaisir de le dire de temps en temps? Mais Marie est pas obligée de devenir d'être le boulet, tu sais, d'être au comment je pourrais vous Marie dire, au n'est pas le pour boulet, sa mère. Non, c'est la mère qui est le boulet. C'est ça. Mais est-ce que Marie peut vivre sa vie? Elle a 26 ans, Marie? Oui, exactement. Bon, c'est ça. C'est pour ça, Pierre, tantôt, je disais, y a-tu dans la communauté, autour de la mère, quelqu'un, des bénévoles, il y a toutes sortes d'organismes. Non, ça m'intéresse pas d'y penser. Mais ça fait que Marie a l'esprit clair? Non. Ah, mais vous savez, je veux dire, en ce moment... Non, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de rendre Marie responsable de sa mère de 50 ans. Mais pourquoi? C'est le contraire que je dis, Pierre. Je dis, si sa mère peut s'organiser avec les ressources de sa communauté... Elle le fera pas, Janine. Elle le fera pas. Ben non, elle le fera pas, c'est une épave de mère. De toute façon, pour l'instant... C'est pas une adulte. Elle va pas se laisser Il y a des mourir. femmes au Québec qui se sont reproduits, qui étaient des enfants. Alors, un enfant peut pas materner. Exactement. Vous savez, vous en avez assez dit, Marie, là. Pardon? Je ne sais pas pour rien que j'en veux pas d'enfant pour l'instant. C'est vraiment pas dans mes priorités parce que je me Et ces épaves-là, on va en parler parce que elles sont lourdes de conséquences. Mm-hmm. Ah oui. Mais voyez-vous, elle vous a tellement dégoûté du maternage que... J'en veux pas. ça me fait de quoi, Marie? Ça me fait de quoi? Parce que c'est des personnes comme vous qui probablement seraient d'excellentes mères qui ont été détournées par des mères épaves. Ça m'effoire. C'est drôle ce que vous dites parce que, en fait, la graine de la maternité ou de l'instinct maternel, je pense qu'elle est quand même très forte chez moi, même si je veux pas avoir d'enfant comme tel, parce que j'ai 2 chiens que je considère j'ai vraiment détourné ça sur mes chiens. Je suis une passionnée du monde des animaux et j'ai vraiment mis le côté maternel sur mes chiens. Je vais vous dire, franchement, je me sens pas coupable d'aller acheter pour 120 quelques dollars de stock pour mes chiens, mais pour moi, je me sens pas dans ce sens-là. Là. Je les considère vraiment comme mes enfants. Et puis, je pense que ça fait un petit peu chier ma mère. Elle me dit tout le temps, mais oui, mais tu dépenses des sous pour tes chiens, moi, tu me gâtes pas. C'est des réponses comme ça qu'elle me fait, là, qui me font sentir, donc, je peux mettre mes sous où je veux, là, je suis pas obligée de les mettre sur ma mère, mes sous, là, tu sais. C'est tout un dilemme, hein. Ça, Vous savez, Marie, ça me dérange pas d'être haï en autant que pour des bonnes raisons. Ah, moi, je vous haïs pas. Non, je le sais. Et je lisais un courriel tout à l'heure d'une dame, une auditrice qui s'appelle Lynn, puis elle dit continuez à les blaster, les vieilles maudites. Toutes les vieilles ne sont pas des vieilles maudites, mais il y a des vieilles maudites parmi les vieilles. Et ça, on le laissera pas passer. Et quand je dis vieille, là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir. On se comprend, là. C'est ce qu'on appelle dans le langage populaire des vieilles peaux. Puis des vieilles peaux, là, il y en a qui commencent à 30 ans. 40 ans. Oh, oui. Hein, des pots. C'est-à-dire tu sais, au l'extérieur, on a des vieilles pots. Une patente qui se tient pas, là, tu sais. Une patente qui se tient pas de bout, là, tu sais. Qui a fait sa vie à l'horizontale. C'est ça. Qui connaît pas, là, le mouvement vertical. Qui se plaint continuellement et qui, en tout cas.
J'entendais la dame tantôt qui disait j'ai tout donné. Ben ça, c'est le discours que ma mère me tient aussi. Okay. Marie, ça m'a mis le feu derrière. Vous avez entendu ma réaction? J'ai tout donné à mes garçons. Vieille maudite, viens donc nous faire accroire ça, toi. J'ai une poignée dans le dos. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit, parce que je me suis sentie interpellée. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis dans la position de ses fils, finalement. Je vis la même chose que ses fils. Non, ça passera pas, les vieilles peaux. Exactement. Alors, voilà. Engueulez-moi tant que vous voulez. Rangez-vous du côté du moktouk d'hier. Je m'en contrefous. Alors, Marie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Marie. On continue. Au revoir. Ils voient ça venir, puis c'est correct, c'est la continuité, c'est normal, ils acceptent ce qui vient avec le vieillissement, qui est dans l'ordre des choses, hein. Alors, on entend, oui. Janine, j'insiste là-dessus. Notre façon de nous exprimer, habituellement, va traduire des attitudes. Habituellement. Oui. Hein? J'ai tout donné à mes garçons. Hey, on l'entend, celle-là. Je t'ai tout donné. En voulant dire, hey, ramène-en. Mais non, écoute, là. Mais pas trop épais. On n'est pas tous, on n'est plus. C'est fini, cette époque-là. C'est fini, cette époque-là, là. Des parents peuvent avoir été généreux, très généreux avec leurs enfants, Pierre. Mais logiquement, si on regarde ça logiquement, il est impossible de tout donner à ses enfants, comme il est impossible de tout donner à son conjoint. Parce que sinon, tu crèves. Si on regarde logiquement, mais c'est une façon de s'exprimer. Puis pour vous, ça commande une dette dans certains cas. Et j'aime pas ça. Bon. C'est une dette de têteux, c'est une dette de chantage, c'est une dette de morpionnage relationnel. Certains vont dire... Et Marie a très bien compris, et elle a raison. Alors là, en vieillissant, si vous voulez morpionner la vie de vos enfants, vous allez vous le faire dire, les morons. Vous n'aimerez pas ça. Mais Pierre, est-ce qu'on peut convenir d'une chose? Si des parents ont été de bons parents, ils s'attendront pas qu'on leur remette ça en retour, mais ça risque de revenir. C'est-à-dire que les enfants, quand ils vont voir les parents vieillissants et moins forts, plus fragiles, vont être portés spontanément à s'en occuper. Ça dépend des enfants. Ça dépend aussi des enfants, mais c'est un scénario plausible, c'est un scénario, exactement. Et à ce moment-là, ça va venir du cœur. Ah, tiens, garde donc. Ce serait comme un retour normal et naturel, sans commande. On appelle ça give and take. Parce que d'une certaine façon, il y a des enfants qui vont dire je ne t'ai pas demandé à venir au monde. J'ai pas demandé à venir au monde. Ce qui a mis le feu derrière notre Jeanne de tout à l'heure, malgré ses 80 ans, c'est que j'ai douté de la véracité de ses propos. Puis j'avais des maudites bonnes raisons de douter de ses propos. Puis probablement qu'elle a pas fait un centième de ce qu'elle a dit qu'elle a fait. Maudite trace de menteur, ça aussi, dans ce coin-là. Ça, on le sait pas. Hein? Ça, on le sait pas, Pierre. On peut s'en douter, par exemple. Alors, on parle à Hélène. Oui, bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour. J'ai 72 ans. Je suis pas une épave. Je suis pas une vieille peau. Je suis peut-être passé date, mais ça, c'est normal. Moi, j'aime rire. J'aime beaucoup parler. J'aime le fun. J'aime faire rire les autres. J'aime écouter les autres. C'est que j'ai été mariée pendant 50 ans à un homme très, très bon qui, malheureusement, l'an dernier, ça va faire 1 an la semaine prochaine, il est décédé. Alors, je me ramasse tout seul avec mon chat. Monsieur Maillot, est-ce que j'ai le droit de dire des fois, là, pas à tout le monde, là, pas radoter tout le temps, mais tu sais, que je trouve le temps long puis que je m'ennuie? Vous avez tous les droits, ma chère. Vous avez le droit d'écœurer votre entourage tant que vous voulez. Non, je les écœure pas, là. Non, vous avez le droit. Si vous me le demandez, vous avez... Ça, là, vous avez toute la latitude. Ben, tu sais, je veux dire, je le dis pas à tous les minutes, puis tout ça, là. Ben, je me dis, c'est plus difficile de vieillir. Ça dépend des circonstances. Si je pouvais marcher plus, si je pouvais sortir plus, etc., je ne vais pas commencer à vous dire, je suis malade, je ne fais pas, mais je trouve que c'est difficile à accepter, après 50 ans, de tomber tout seul. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout à fait. Oui. Puis j'aime pas, non, quand je téléphone beaucoup, mais je peux pas dire à ceux ou à celles qui me téléphonent, c'est plate, puis je m'ennuie, j'ai mal aux jambes, je peux plus marcher. Non, je vais essayer de prendre ça du bon bord, d'accepter, j'ai accepté. Le médecin a voulu me donner, à un moment donné, des antidépresseurs. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, je vais m'antidépressionner moi-même.
J'ai réussi. C'est la première fois que j'entends le verbe « je vais m'antidépressionner moi-même ». Ah oui, ben moi, nous autres, en Gaspésie, on a des expressions. Oui, ben elle est bonne. Je pense que je vais vous l'emprunter. Pas pire, hein? Empruntez-la, je vous la prête. Oui, je vais m'antidépressionner Droit moi-même. d'auteur à Hélène, par exemple. Non, mais tu sais, je prends quand même la vie du bon côté. La chose que j'aime pas, c'est quand on nous dit qu'on est dans l'âge d'or, par exemple. Ça, je vois pas beaucoup d'or là-dedans. L'âge d'or. Moi, tu sais, je vous dirai pas où est-ce que ça craque dans les coins, là. Mais c'est pas tout à fait l'âge d'or. Vous savez, Elena, vous avez un petit côté vert, et ça, c'est agréable. Ben, il faut. Vous avez un petit côté vert intellectuellement, un petit côté vif intellectuellement, puis ça, c'est plaisant. Oui, puis ce que j'aime pas, c'est quand, disons, que je vais à la pharmacie, au magasin, puis là, bon, la caissière, elle me dit, excusez, je vais parler peut-être un petit peu fort, là. 3,59 $. Sainte mère. Tu sais, en me regardant, en me disant, dire, la vieille, elle doit être sourde. Ouais. Là, j'ai dit pardon. J'ai dit parler plus fort, j'ai pas entendu. Je la fais crier jusqu'à temps que tout le monde regarde. Je fais exprès. Vous êtes poisonne, ça c'est bon. Vrai. Oh oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'ils font ça, il y a pas tout le monde, mais tu sais là. Eh oui, il y a beaucoup de. Comment ça se fait que les femmes sont si peu sensibles aux autres femmes? C'est ça qui me renverse. Par la tête, moi. Madame, 3,59 $. Aïe aïe. Yeah. Je défonce quasiment l'oreille, je suis vieille, je suis pas sourde. Oui. Puis, on peut utiliser une voix normale avec une personne qui a de l'âge. Et là, on voit si elle a compris ou pas. Ben, tu sais. On peut la demander. Ça se demande, ça. Ben, voyons donc. Non, moi, je trouve que la vie... C'est gossant. Quand je faisais des tournées à l'hôpital, puis il y avait des personnes âgées, il y avait des infirmières qui avaient développé cette maudite mauvaise habitude-là. Ça me gossait. Bon, ben, moi aussi. Tu sais, tu commences à parler normalement, puis si la personne ne comprend pas trop, ben là, tu t'en aperçois après 30 secondes. Pas obligé d'y crier par la tête. Tu montes un petit peu, mais pas assez pour hurler. Ou bien que... Vous savez, Elena, conserver le sens critique à 72 ans, ça m'impressionne. Ben moi, je suis faite comme ça. Écoutez, ma mère est décédée à 95 ans, puis une semaine avant qu'elle décède, elle faisait encore des farces, puis elle riait, puis vous savez... je pense que je tiens d'elle ce côté-là. Je me dis, regarde, qu'est-ce que ça me donnerait de m'asseoir dans le coin puis de broyer toute l'après-midi? Non, j'essaie de faire d'autres choses. Je lis, je sors un petit peu, téléphone, j'écoute le radio, vous mettez en maudit des bouts, mais c'est pas rien, je vous écoute pareil. Vous réagissez. Des bouts, j'arracherai la barbe. Oh là là. Mais ça fait rien, c'est comique. Puis, on sera obligé de nettoyer le sang ici. C'est mauvais, Hélène. Non, j'y ferais pas mal. Ah, OK. Non, mais j'y arracherai la barbe, poil par poil. Pas toujours, des fois. Mais moi, je pense que le médecin me dit toujours, vous avez une bonne philosophie, puis vous avez tout ce qu'il faut pour passer au travers de votre deuil, mais tout en écrivant sur son petit papier antidépresseur. J'ai pogné le papier, j'ai tout froissé. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, j'ai pas besoin de ça. Vous me faites plaisir. Ben, il n'y a pas une maudite pilule qui facilite la traversée d'un deuil. Non, parce que mon mari, comment que je prendrais 25 pilules, il ne reviendra pas. Non. Tu sais, puis je vais avoir mal pareil. Ça me fait mal pareil qu'il soit parti, là. Mais vous savez, je vais vous dire ceci, Elena. Est-ce qu'il... Hélène? Oui. OK, excusez-moi. Hélène, est-ce qu'il est possible que l'intensité de la souffrance ressentie après le décès de votre conjoint soit un indicateur, vous me voyez venir, vous êtes brillante en sacrament, vous, soit un indicateur de la profondeur de vos sentiments en lui. Oui, monsieur. Là, vous l'avez. Comment j'aimais cet homme-là? C'est pas croyable. Mais, écoute, vous avez une confirmation profonde par vos émotions de la profondeur et la sincérité des émotions ressenties envers cet homme-là. Mais vous savez, il faut accepter... Et si on comprenait la souffrance autrement? Vous savez ce qu'on est en train de faire, là? On est en train de dire, on peut, dans certains cas, utiliser notre réaction, si souffrante soit-elle, pour nous démontrer à nous autres mêmes jusqu'à quel point l'autre était important pour nous. Exactement. Puis on n'a pas besoin de pilules. Et il faut surtout pas aller geler ça avec des maudites pilules. Non, parce que quand ça dégèle, le mal est encore là, probablement. Ben oui. Tu sais, il est pire, peut-être. Je vais dire, c'est rien, vous allez avoir manqué toute
tout le beau côté de cette souffrance-là, qui est une indication à soi de l'importance de l'autre. Puis, c'est comme dit, t'es pas tout seul qui est tout seul. Ben, je le sais, je suis pas tout seul qui est tout seul. Mais moi, je parle pour moi, là. Je parle pas pour les autres. C'est ça. Tu sais, je veux dire, à chacun son deuil. Sur ça, écoutez, j'espère que je vous ai pas trop importuné. Non, Hélène. Hey, non, vous êtes loin d'avoir importuné, là. Ben, je voudrais... Vous venez vous êtes de quel coin, Gaspésie? New Richmond. Pas tellement loin de Percé, je sais Oui, pas. je sais aussi. Ben, New Richmond, un petit village. Ça fait à peu près 50 ans que je suis partie de là. Ouais. Je vous dis que je manque la terre. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Auriez-vous le goût d'y retourner? Ben, vous n'avez plus de famille? Je ne sais plus, là. Je suis un peu perdue dans le moment. Il est peut-être question que j'aille finir mes vieux jours là-bas. Vous savez, Hélène, je me demande si les coins rough du Québec n'ont pas engendré des meilleures attitudes que les coins qui étaient... Peut-être. Parce que je vous dis... Vous venez d'un coin extrêmement modeste, vous avez 72 ans, oui. Et vous êtes, sur plusieurs points, là, un exemple à suivre. Merci beaucoup. Moi, j'étais maîtresse d'école dans le temps. La vivacité de votre intelligence ne fait aucun doute. Ben, je vous êtes donc gentil. Vous avez l'esprit vif, vous avez conservé l'esprit critique, vous êtes capable d'écoute, c'est vrai, tout à l'heure, j'attendais pour voir, vous dites, j'aime rire, parler, écouter les autres. Beaucoup. Et vous êtes capable, à 72 ans, d'engager une conversation à des niveaux assez profonds, merci. Ah, que vous me faites plaisir. Je pense que j'en ai encore pour quelques années. On vous souhaite une belle journée. Avec mon chat, c'est pas pire. Il parle pas, mais c'est rien. Bye, Hélène. Bye. Bye. Merci beaucoup. Au point où on en est rendu de l'émission, Pierre, est-ce qu'on peut dire puis ils vivent leur vie au quotidien, ils se retrouvent vieux, puis ils n'ont pas vu la transition, ils avancent, ils acceptent, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'appréhension, vieillissent justement bien. Quand t'as pas les appréhensions, là... Pardon? Je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, il y a les appréhensions? C'est ceux qui appréhendent la vieillesse, OK, qui en ont peur, ça se peut qu'ils vieillissent plus mal, justement, que les autres. Ben, c'est ça que je te disais plus tôt dans l'émission, que la peur est une émotion paralysante. C'est une émotion contre-productive. C'est une émotion mal adaptative. Alors, tous ceux qui auraient peur de vieillir vont mal vieillir. Ben si on faisait une grande généralité, là. Parce qu'ils ont des mauvaises attitudes de vie présentes. Les peu heureux, les lièvres, écoute, c'est pas les animaux les plus heureux. Parce qu'Hélène, pas sûr qu'elle a appréhendé. Elle a continué, elle a eu son mari jusqu'à 72 ans, puis bon, voilà. Pourquoi tu penses que je gueule tant par rapport aux attitudes? C'est pas anodin. C'est quoi les attitudes? C'est le comportement que tu adoptes dans certaines circonstances avec certaines personnes. C'est important, ça. Et c'est annonciateur. Regarde-toi aller, regarde ce que tu fais. Regarde comment t'agis. Puis critique-toi, regarde-toi. Annonciateur de ce qui va être. Regarde les autres aussi. Demain. Alors... Bonjour, Francine. Moi, je trouve pénible que les gens ils se plaignent comme ça. Quand ils pourraient virer, je veux pas porter de jugement, là, Dr. Mailloux, mais je suis très hypothéquée. Et je viens d'apprendre à ma dernière crise de cœur, là, que en plus, je fais de la fibromyalgie. Oui. Ma philosophie, moi, c'est que j'ai compris quelque part, je crois que je vieillis bien, malgré tout ça. C'est que je m'occupe l'idée. C'est que je me dis, il n'y a pas juste moi qui a mal, il y a bien du monde qui a du mal, puis ça me donne quoi d'emmerder tout le monde à dire j'ai mal ci, j'ai mal là, je vais pas bien, je vais bien. Qu'est-ce que ça donne, Francine? Qu'est-ce que ça donne d'emmerder l'entourage? Ça donne rien. Et oui, il y a un résultat très négatif. Mais moi, M. Dr. Mailloux, excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est le contraire. C'est que je suis tannée que les autres disent « Oh, ben, monte pas l'escalier trop vite. Tu sais que t'es pris du cœur. Fais pas ça. T'es malade. » Ça, j'ai trouvé emmerdeur, ces gens-là qui me disent à moi, qui se prend en main. Alors, quelqu'un qui se lamente trop, non seulement ça apporte rien de positif, mais ça éloigne tout le monde. Oui. Alors là, les lamenteux, regardez-vous.
vous allez déplorer un problème que vous avez créé. C'est pour ça qu'il y en a une après-midi, je te l'ai ramassé assez raide, ça me gênait pas. Non, la Jeanne, là, même si elle a 80, c'est qu'elle se lamente que je vieillis seul en vieillissant. Ben oui, mais t'es éloigné. C'est vrai. T'es responsable de ton malheur. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a des moyens de se prendre en main aussi, la Tomaillou, comme je fais mettons, de la poterie pour me faire aller les bras, les mains. Je lis beaucoup. Oui. Je trouve que la lecture, ça va m'aider au niveau de la mémoire. C'est des choses que... Et qu'est-ce que vous lisez? Moi, je lis toutes sortes de choses. Des biographies. Si j'ai envie de lire des choses positives, je vais lire Ogmandino. Je vais lire beaucoup sur la musique parce que j'aime beaucoup la musique. Et puis l'été, je vais au chalet en face d'Arrivière-Richelieu. Hey, Francine, ça vous coûte combien par année lire? Ben moi, ça me coûte rien pour lire parce que je vais à la bibliothèque. Ça, il y en a dans toutes les municipalités. Et puis, je vais me chercher des livres qui m'intéressent. Et puis, pour l'été... Ben non, après-midi, vous nous arriverez pas avec quelque chose qui coûte rien, vous, là. Ben, je vous dis que oui, là, quelqu'un qui se donne la peine, là, d'aller à leur bibliothèque, pour aller voir, il y a tous les domaines, là. Ils peuvent pas dire, mais je peux pas m'acheter un livre parce qu'il coûte trop cher. Bon, Pierre... Ça coûte rien. Notre psychiatre national... Pierre, il y a des études qui sont sorties l'année passée qui disaient justement que les gens qui lisaient tard dans leur vie, jusque tard dans leur vie, restaient plus alertes physiquement parce que même si c'était une activité intellectuelle, la moindre, c'est que la lecture, ça garde jeune physiquement parce que ça fait travailler le cerveau. C'est pour ça que dans votre sphère, là... écoutez... Mais oui, Dr. Maillot, c'est... Ben là, vous me découragez. Ben non, c'est une activité qui serait bonne, qui ne coûte rien. Ah ben là, on aura tout vu. Ben écoutez, à la bibliothèque municipale, là, ils ont tellement de livres intéressants. Mais qui paye ça, les bibliothèques municipales? Tout le monde. C'est qu'on paye avec nos impôts, Pierre. Ben là, vous êtes sérieux? On rentre à la bibliothèque, on se prend des livres, on s'en va avec ça à la maison, puis ça nous a rien coûté? Ça nous coûte 5 $ par année pour avoir notre carte. Je le savais que ça coûtait de quoi? Ben, 5 $ par année, là, quand tu peux aller chercher, je sais pas combien de livres pour lire. Il semblait qu'il y avait une attrape en quelque part. 5 piastres par année. Mais Dr. Maillot, là, 5 $ par année, là, c'est pas la mer à boire, là. Je vous taquine. Ni la belle-mère à avaler. Vous savez, Francine, c'est important de le dire. C'est important de le dire que c'est une activité qui est saine, qui est bonne pour le corps et l'esprit et qui coûte à peu près rien. Et ça porte beaucoup. Alors, 5 piastres, là, par année, il n'y a pas une personne, même sur l'aide sociale, pour laquelle c'est trop cher. Puis, vous savez, Dr. Maillot, on est-tu d'accord? On est-tu d'accord? Ben moi, je trouve que ça apporte beaucoup. 5 piastres par année? Puis vous me dites, là, avec votre carte, là, nombre de livres illimité? 19 livres, 20 livres, si tu veux. Dans n'importe quel domaine. Là. Aller de la couture à la cuisine, au BD, à tout ce que tu veux. Les BD, c'est quoi cette affaire-là de BD? Bande dessinée. Oh, excusez. Pas Tintin, mais toutes sortes de bandes. Eric, j'espère. Pardon? Hey, j'en ai lu un l'autre jour, je suis allé à ma formation médicale continue, puis devant le foyer, il y avait de la lecture, puis il y avait, après la soirée, après le souper finit tard, et puis il y avait un Astérix qui traînait. Hey, j'ai pris l'Astérix, je l'ai emmené dans la chambre, le lit. Pourquoi pas? Je regardais autour, si personne ne me voyait. Vous aviez des activités cachées et solitaires, puis, Pierre. Non. Oui, vous savez, Hélène, j'étais pas tout seul. Dr. Maillot, je vais vous en conter une plus drôle. C'est que mon mari, au début de notre après 30 ans, là, c'est un gars intellectuel, puis ça m'avait surpris de le voir lire des Archie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il lit des Archie. Un gars avec autant d'instructions, il lisait des Archie. J'ai dit, hey, wow, il y a quelque chose à apprendre là. Ça lui faisait du bien. Ça lui fait du bien, ça le détend, ça le décompresse complètement. Ben oui. Merci beaucoup, Francis. Ça me fait plaisir. Bye bye. On parle à Brigitte parce que le temps file. Là. Bonjour, Brigitte. Bonjour à vous deux. Bonjour, Brigitte. Ça va bien? Oui. Moi, je suis préposée aux bénéficiaires. Oui. Je travaille en centre d'accueil puis je fais du soin à domicile également. J'en vois de tous les âges, de toutes les nationalités. Oui. Ça dépend
De leur attitude, moi, je dis. Puis, il y en a, je pense que tu viens au monde d'Aguissable. Tu viens pas au monde d'Aguissable. Vous êtes pire que moi, vous. Il y en a qui sont super gentils, que tu peux apprendre d'eux, qui ont des choses à te raconter. Il y a une dame qu'on vient de perdre, 103 ans et 6 mois. Pas de médicaments. Elle venait de commencer à mettre une culotte, qu'on appelle une culotte, mais une couche. Oui, elle venait de commencer à être incontinente. Ouais. Puis tout le monde la trouvait tannante parce qu'elle commençait à voir des gens parler dans sa chambre. J'ai laissé la don tranquille. Là. Oui. Elle a 103 ans. Elle a commencé à halluciner. Oui. Je trouve ça déplorable des fois parce qu'il y a des gens qui sont pas patients avec eux. Tu sais? Dans le personnel, parmi le personnel, Brigitte, oui. Mais je pense que c'est une question d'attitude et de se garder occupé. Moi, j'habite à la campagne sur une fermette. J'ai pas le temps de m'emmerder. Je travaille le matin, je travaille le soir, je travaille sur des chiffres différents. J'ai mes animaux qui me sauvent énormément, qui me tiennent occupé. J'ai un cheval, j'ai une chèvre, j'ai un mouton. Je m'amuse. C'est une question d'attitude, puis c'est comment voir les choses dans la vie aussi, là. Est-ce que votre chèvre se reproduit? À un moment donné, ça se reproduisait trop. Il y en avait trop. Il vous restait... Ça mangeait les fleurs des voisins. C'est ça. Ça fait le gazon aussi. Oui. Mais il y en a qui ont... Oui, c'est très pratique pour certains coins de pelouse qu'on peut pas atteindre. Mais il y a des gens dans la vie que tu peux apprendre, puis il y en a d'autres que oui, ça se lamente pour rien. Puis t'es pas attiré vers ces gens-là, je trouve. Ouais. Quand ça n'a rien raconté. Mais vous, Brigitte, de leur dire. C'est oui, mais peut-être leur dire, mais comme Janine disait tantôt, peut-être leur dire un petit peu plus doucement, par contre, des fois. Tu sais, parce que c'est vrai OK, d'abord. Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même... tu sais, on est en 2005, mais d'accord, si vous leur dites, Brigitte, si vous leur dites gentiment, vont-elles comprendre? Des fois, non, mais des fois, il faut être ferme. Des fois, moi, je suis ferme avec certains résidents. Oui. Mais il y a une façon de Jeanne, dire... tout à l'heure, quand j'ai commencé à la brosser un peu, là, elle était pas bête. Hein, tout de suite, elle se rappelait le Mouktouk d'hier. Puis le Mouktouk a raison, puis il a raison d'engueuler. Puis, hey, la bonne femme était défensive, là. Non, mais c'est vrai, ça doit être une vieille... Hey, dis gentiment à une personne comme ça, là, il n'y a rien qui passe. Oubliez ça. Mais là, il y a une chose. Confronté avec les appels des autres par la suite, la mère va être tranquille pour un petit bout de temps. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle va laisser ses garçons tranquilles un petit brin. Oui. Il y en a qui ont juste ça à faire, à se plaindre, mais ils s'occupent pas. Ils s'occupent pas, ils veulent rien faire, il n'y a rien qui les intéresse. C'est-à-dire elles ne veulent pas s'occuper. Non, même dans un hébergement, Brigitte, bon, où ils ont la motricité réduite, puis tout ça. Il y en a qui trouvent à s'occuper quand même. Ah oui. Il y en a qui nous aident, ils vont plier des débarbouillettes. Là-dessus, Brigitte, les propos que j'ai tenus avec Jeanne et les Jeannes de ce monde, c'est uniquement pour les personnes âgées qui ont tout leur psychisme. Oui. Dès que les personnes sont en perte d'autonomie ou des choses comme ça, les propos que j'ai tenus envers Jeanne ne s'appliquent plus. Peut-être comme ça, beaucoup plus jeunes également. C'est pas parce qu'ils sont rendus âgés qu'ils sont comme ça. Là. Dans le cas de Jeanne, là, ça fait 40 ans qu'elle a 80. Ça, exactement. J'en vois assez de ce monde-là. C'est ça. Ce que j'appelle, moi, affectueusement ma race. Oui. Je suis d'accord avec vous. Puis ouvrir une parenthèse, votre émission d'hier, la pilule du lendemain, là, moi, j'étais bien contente de l'avoir rendu à mon âge quand le condom a éclaté. Oui, fait que là, je sais pas sur quelle planète qui étaient ces gens-là hier, là. Ils sont pas sur la planète Mars. Ils sont sur la planète Mars plutôt. Vous avez remarqué que j'ai demandé à la sexologue, si elle était pratiquante? Bon, alors. Elle n'a pas répondu à la question. On en reparle demain. Bonjour Brigitte. Bye. Bye à tout le monde.